Bienvenue dans cette troisième partie de la vidéo, où nous allons explorer ensemble des exemples concrets de sujets qui pourraient vous être proposés lors de l'épreuve orale du DALF C1. Dans cette section, je vous présente des exposés détaillés conçus pour vous offrir une base solide d'informations et une structure claire. Ces exemples vous aideront à comprendre comment organiser efficacement vos idées et à développer une argumentation pertinente, tout en vous préparant aux exigences spécifiques de l'examen. Installez-vous confortablement et plongeons sans plus attendre dans ces thématiques qui vous permettront de briller le jour de l'épreuve. Sujet numéro 23. Avant de commencer cet exercice, je vais vous expliquer une méthode simple pour en tirer le meilleur bénéfice. D'abord, je vous conseille de regarder la vidéo une première fois avec les sous-titres activés. Cela va vous aider à mieux comprendre le contenu, en faisant le lien entre ce que vous entendez et les mots écrits. Ensuite, regardez la vidéo une deuxième fois sans les sous-titres, pour vous concentrer uniquement sur l'écoute et renforcer votre compréhension auditive. Enfin, prenez un cahier et écrivez quelques phrases clés que vous avez retenues de l'épisode. Ce sera une bonne façon de consolider ce que vous avez appris tout en pratiquant l'écriture en français. En suivant cette méthode, vous verrez des progrès dans votre compréhension et votre capacité à vous exprimer en français. C'est parti! Aujourd'hui, je vais vous parler de l'obsolescence programmée, un sujet à la fois complexe et d'actualité qui touche directement notre quotidien. Depuis quelques décennies, ce concept est devenu une réalité dans divers secteurs industriels, avec des conséquences importantes, non seulement sur le plan économique, mais aussi au niveau écologique et social. Nous allons donc explorer ensemble les rouages de ce modèle économique, ses impacts écologiques et sociaux, et finalement, les solutions possibles pour imaginer un avenir plus durable. Commençons par définir ce qu'est l'obsolescence programmée. Il s'agit de pratiques industrielles visant à limiter délibérément la durée de vie d'un produit afin d'encourager les consommateurs à en acheter un nouveau. Ce concept est apparu dès le début du XXe siècle, mais il est aujourd'hui omniprésent dans des secteurs comme l'électronique, l'électroménager, voire même dans la mode et l'automobile. L'exemple historique le plus célèbre est celui de l'ampoule électrique. Dans les années 1920, les principaux fabricants d'ampoules se sont regroupés dans ce qu'on appelle le cartel de Phébus, où ils ont délibérément réduit la durée de vie des ampoules pour augmenter leurs ventes. Cette stratégie, malgré son efficacité économique, pose de nombreuses questions en termes de durabilité et d'éthique. Face à cette pratique, nous sommes confrontés à une question centrale. Dans quelle mesure l'obsolescence programmée est-elle un modèle économiquement viable, mais écologiquement et socialement discutable? Pour y répondre, je structurerai cet épisode en 3 parties. D'abord, nous analyserons les motivations et les limites économiques de ce modèle. Ensuite, nous examinerons ses effets écologiques. Et enfin, nous aborderons les répercussions sociales avant de conclure sur les solutions potentielles. Passons à présent à la première partie de notre analyse. Les motivations économiques derrière l'obsolescence programmée. D'un point de vue strictement économique, l'obsolescence programmée présente des avantages certains pour les entreprises. En limitant la durée de vie de leurs produits, les entreprises peuvent garantir un flux constant de ventes et fidéliser leurs clients à travers un renouvellement fréquent des produits. Prenons l'exemple des smartphones. Les grandes marques, comme Apple ou Samsung, sortent chaque année de nouveaux modèles. La stratégie est simple, en ajoutant des fonctionnalités exclusives aux nouvelles versions, ou en rendant les anciennes versions moins performantes à travers des mises à jour, ces entreprises incitent les consommateurs à remplacer leurs appareils régulièrement. De plus, ce modèle permet de stimuler la croissance économique et de créer des emplois, notamment dans les secteurs de la production et du service après-vente. En effet, un cycle de renouvellement rapide maintient une demande élevée et crée des opportunités de travail dans la chaîne logistique, la distribution, la réparation, etc. Cependant, ce modèle comporte aussi des limites. Pour les consommateurs, l'obsolescence programmée représente un coût élevé. Le besoin constant de renouveler les produits entraîne des dépenses supplémentaires, qui pèsent souvent sur le budget des ménages. Selon une étude récente, les Français dépensent en moyenne 600 € par an pour remplacer leurs appareils électroniques, ce qui représente une part non négligeable des dépenses de consommation. À long terme, l'obsolescence programmée peut également affecter la fidélité des consommateurs envers certaines marques. Ceux-ci peuvent se détourner des entreprises qui semblent abuser de ce modèle, ce qui pousse certaines entreprises à se différencier en adoptant une approche plus durable. Par exemple, la marque Patagonia, dans le secteur textile, a construit son image sur la durabilité de ses produits, en offrant des services de réparation gratuits pour encourager les clients à conserver leurs vêtements plus longtemps. En conclusion, bien que l'obsolescence programmée soit une stratégie rentable pour les entreprises, elle peut aussi conduire à une perte de confiance de la part des consommateurs. Et cela nous mène à notre deuxième point, les impacts écologiques de cette pratique. L'obsolescence programmée a un impact considérable sur l'environnement. En effet, elle contribue fortement à l'augmentation des déchets et des émissions de gaz à effet de serre. Commençons par les déchets.
La durée de vie réduite des produits entraîne une accumulation importante de déchets, en particulier dans le secteur des produits électroniques. Selon un rapport de l'ONU, le monde a généré 53,6 millions de tonnes de déchets électroniques en 2019, et ce chiffre augmente chaque année. Or, ces déchets contiennent souvent des substances toxiques, comme le plomb ou le mercure, qui contaminent les sols et les nappes phréatiques lorsqu'ils ne sont pas recyclés correctement. De plus, de nombreux produits électroniques contiennent des métaux rares, tels que le lithium, le cobalt ou le néodyme, dont l'extraction et le traitement ont des conséquences graves pour l'environnement. Par exemple, l'extraction du lithium pour les batteries des smartphones et des voitures électriques consomme d'énormes quantités d'eau, ce qui pose des problèmes écologiques dans les régions d'extraction, notamment en Amérique latine. En termes d'empreinte carbone, chaque nouveau cycle de production et de distribution entraîne des émissions de gaz à effet de serre importantes. En effet, la fabrication d'un smartphone émet environ 80 kg de CO, en tenant compte des étapes de production, de transport et de distribution. Cela représente une contribution significative à l'empreinte carbone mondiale, surtout lorsque l'on considère le nombre de produits renouvelés chaque année. Face à ces enjeux, certaines entreprises se tournent vers des modèles plus écologiques. Par exemple, Fairphone propose des téléphones modulaires, conçus pour être facilement réparables et durer plus longtemps. De même, le mouvement en faveur de l'économie circulaire encourage la réutilisation, la réparation et le recyclage des produits, en opposition au modèle de l'obsolescence programmée. En somme, l'obsolescence programmée entraîne des conséquences écologiques majeures qui ne sont plus compatibles avec les objectifs de durabilité et de réduction des émissions de gaz à effet de serre. Voyons à présent comment cette pratique affecte les consommateurs et la société dans son ensemble. L'obsolescence programmée a également des effets sociaux importants, car elle affecte directement les consommateurs en les obligeant à acheter des produits de façon récurrente. Pour les consommateurs, le coût financier de l'obsolescence programmée peut être lourd. En moyenne, un ménage européen consacre plusieurs centaines d'euros par an au remplacement de produits à durée de vie limitée, tels que les téléphones, les appareils électroménagers ou les vêtements. Cette situation entraîne une frustration croissante parmi les consommateurs, qui ont l'impression d'être prisonniers d'un cycle de consommation forcée. Cette frustration a conduit à une prise de conscience sociale et à une demande croissante pour des produits plus durables et réparables. Par exemple, des mouvements comme les repères café permettent aux gens de réparer leurs objets gratuitement, plutôt que de les remplacer. De même, l'achat d'occasion et la location sont devenus des alternatives populaires pour les consommateurs qui souhaitent réduire leur impact environnemental et économique. En réponse à cette pression sociale, certains gouvernements ont adopté des lois pour protéger les consommateurs. En France, la loi anti-gaspillage pour une économie circulaire, AGEC, adoptée en 2020, impose des règles de réparabilité et encourage les garanties prolongées. Cette loi oblige également les fabricants à fournir des pièces détachées pendant plusieurs années, favorisant ainsi la réparation au lieu du remplacement. Enfin, la montée de la consommation responsable montre que les mentalités évoluent. Les consommateurs sont de plus en plus nombreux à privilégier les produits durables et à éviter les marques qui pratiquent l'obsolescence programmée. Ce changement de comportement est une réaction directe aux pratiques abusives des entreprises et un moyen pour les consommateurs de reprendre le contrôle sur leur choix d'achat. Pour contrer les effets néfastes de l'obsolescence programmée, plusieurs solutions ont été proposées, tant au niveau des politiques publiques que dans l'industrie. Premièrement, les gouvernements peuvent jouer un rôle clé en légiférant sur la durabilité des produits. En Europe, par exemple, le Green Deal européen inclut des mesures pour promouvoir l'économie circulaire et encourager les entreprises à allonger la durée de vie de leurs produits. Ces initiatives visent à réduire le gaspillage et à protéger les ressources naturelles en imposant des normes de durabilité et de réparabilité. Deuxièmement, certaines entreprises ont pris des initiatives pour offrir des produits plus durables. Des certifications, comme le label Long Team, permettent de distinguer les produits à longue durée de vie, encourageant ainsi les entreprises à investir dans des conceptions plus robustes. Par exemple, Bosch propose des appareils électroménagers avec des garanties prolongées, ce qui incite les consommateurs à conserver leurs produits plus longtemps. Enfin, la sensibilisation du public est essentielle pour encourager des comportements de consommation responsables. Les réseaux sociaux jouent un rôle important dans ce domaine, en diffusant des informations sur les impacts de l'obsolescence programmée et en promouvant des alternatives durables. Les influenceurs de la durabilité, par exemple, sensibilisent leur audience aux pratiques d'achat éco-responsables et aux bienfaits de la réparation et du recyclage. En conclusion, l'obsolescence programmée représente un modèle économique qui, bien que rentable pour certaines entreprises, soulève des questions cruciales sur le plan écologique et social. La prise de conscience collective et les efforts législatifs montrent qu'une transition vers des pratiques de consommation plus responsables est possible. Cependant, pour atteindre un avenir durable, il est essentiel que les gouvernements, les entreprises et les consommateurs travaillent ensemble. Nous devons repenser notre modèle de consommation et privilégier les produits durables, réparables et respectueux de l'environnement.
Seule une approche concertée permettra de concilier les besoins économiques avec les impératifs écologiques et sociaux, pour le bien des générations futures et la préservation de notre planète. Si ce sujet vous a interpellé et que vous pensez que l'obsolescence programmée mérite plus d'attention et de réflexion collective, n'hésitez pas à partager vos idées. Commentez ci-dessous pour me dire ce que vous en pensez. Partagez cet épisode pour sensibiliser davantage de personnes à cette problématique importante. Et abonnez-vous pour continuer à explorer des sujets captivants sur l'environnement, l'économie et notre responsabilité en tant que consommateurs. Sujet numéro 24. Avant de commencer cet exercice, je vais vous expliquer une méthode simple pour en tirer le meilleur bénéfice. D'abord, je vous conseille de regarder la vidéo une première fois avec les sous-titres activés. Cela va vous aider à mieux comprendre le contenu, en faisant le lien entre ce que vous entendez et les mots écrits. Ensuite, regardez la vidéo une deuxième fois sans les sous-titres, pour vous concentrer uniquement sur l'écoute et renforcer votre compréhension auditive. Enfin, prenez un cahier et écrivez quelques phrases clés que vous avez retenues de l'épisode. Ce sera une bonne façon de consolider ce que vous avez appris tout en pratiquant l'écriture en français. En suivant cette méthode, vous verrez des progrès dans votre compréhension et votre capacité à vous exprimer en français. C'est parti! Aujourd'hui, dans nos cours de récréation, dans les couloirs des collèges et lycées, et jusque dans les salles de classe, il est difficile de ne pas remarquer la prédominance des marques de sport. Nike, Adidas, Puma, pour ne citer qu'elles, font bien plus que proposer des vêtements et des chaussures. Elles s'imposent comme de véritables symboles d'appartenance et de reconnaissance pour les adolescents, qui voient en elles bien plus qu'un simple logo. Face à cette omniprésence, une question se pose. Pourquoi les marques exercent-elles une telle influence sur les jeunes? Comment arrivent-elles à s'infiltrer dans la vie des adolescents au point d'en influencer leur identité? Enfin, quelles conséquences cette culture de marque peut-elle avoir sur le milieu scolaire, où chacun est en principe censé se sentir égal et libre de s'exprimer? Pour répondre à ces interrogations, nous analyserons d'abord les stratégies marketing mises en place par ces marques pour cibler les jeunes. Ensuite, nous étudierons l'impact de cette influence sur la construction identitaire des adolescents. Enfin, nous nous pencherons sur les implications de cette culture de la marque dans le milieu scolaire. Dès le départ, les grandes marques ont compris l'importance de séduire les jeunes pour créer des clients fidèles. Les réseaux sociaux sont devenus des outils incontournables pour atteindre cette cible. Sur Instagram, TikTok, Snapchat, les jeunes passent des heures à suivre les tendances, et les marques l'ont bien compris. Elles investissent massivement dans des campagnes publicitaires où des influenceurs, véritables modèles pour les jeunes, arborent leurs produits. Un adolescent qui voit son influenceur préféré porter la dernière paire de sneakers est bien plus susceptible de la désirer. Les influenceurs sont les nouveaux héros modernes, et pour les jeunes, les imiter devient un moyen de se sentir intégré et à la mode. En parallèle, les marques s'appuient sur la publicité ciblée et la personnalisation. Aujourd'hui, grâce aux données recueillies, elles savent exactement quel type de publicité proposer et à quel moment. Si un adolescent s'intéresse au basketball, il verra des annonces de Nike avec ses joueurs préférés. Cette personnalisation crée une connexion émotionnelle, où le jeune a l'impression que la marque répond à ses goûts, ses passions, voire à son identité. Enfin, les marques utilisent la stratégie de l'exclusivité avec des éditions limitées. En lançant des produits en quantité restreinte, elles créent un sentiment d'urgence. Les jeunes, de peur de manquer la dernière tendance, se ruent vers ces produits, ce qui renforce leur désir de posséder quelque chose de rare et d'exclusif. Ce système des drops devient une expérience en soi et crée un sentiment d'appartenance à un cercle restreint de privilégiés. Les conséquences de cette stratégie marketing sont profondes et influencent fortement la manière dont les jeunes construisent leur identité. En effet, pour les adolescents, porter une marque en vogue, c'est une manière de s'affirmer, de se démarquer et de se sentir reconnu par leur pairs. Dans cette phase délicate de la vie, où chaque individu cherche à définir qui il est, les marques deviennent des repères, voire des symboles d'appartenance. Pour un jeune, choisir Nike plutôt qu'Adidas peut être une manière de montrer son appartenance à un groupe, voire une tribu urbaine. Porter la même marque que ses amis renforce le sentiment de communauté et aide à se sentir accepté. Les marques deviennent ainsi des outils d'affirmation de soi, permettant aux adolescents de signaler sans même parler qu'ils sont ou du moins qu'ils souhaitent être. Cependant, cette pression à porter des marques populaires peut aussi avoir un effet néfaste sur leur estime de soi. Ceux qui ne peuvent pas se permettre d'acheter des produits de marque risquent de se sentir exclus ou moqués, ce qui affecte leur confiance en eux. En outre, les marques véhiculent des valeurs de performance et de succès, et les jeunes peuvent intérioriser ces valeurs au point de les associer à leurs propres valeurs personnelles. Ils croient alors que pour être quelqu'un, il faut posséder des produits de marque, ce qui crée un cercle vicieux de consommation pour se conformer aux attentes de la société.
En fin de compte, en adoptant ces marques, les jeunes finissent souvent par absorber, sans s'en rendre compte, les valeurs que ces marques prônent, le succès, la réussite, la compétitivité. Ces valeurs deviennent des repères, des idéaux, et influencent la façon dont ils se perçoivent et perçoivent les autres. L'école, lieu qui devrait être synonyme d'égalité et de bienveillance, devient également le théâtre de cette compétition sociale imposée par les marques. Dans la cour de récréation, la popularité et le statut social sont souvent associés à la possession de vêtements ou d'accessoires de marque. Les jeunes qui ne possèdent pas ces marques peuvent se sentir marginalisés. Cette pression sociale peut créer des clivages et renforcer les inégalités, car ceux qui ne peuvent pas se permettre ces marques se trouvent exclus de certaines dynamiques de groupe. Face à ce phénomène, certaines écoles ont décidé de mettre en place l'uniforme obligatoire. Cette mesure vise à réduire les différences sociales et à créer une forme d'égalité entre les élèves. Avec un uniforme, chaque élève est sur un pied d'égalité, ce qui limite la compétition autour des marques et réduit les moqueries liées aux vêtements. Cependant, cette solution est controversée, car certains estiment qu'elle prive les jeunes de leur liberté d'expression et de leur individualité. Par ailleurs, pour contrer cette pression des marques, de plus en plus d'écoles organisent des programmes de sensibilisation à la consommation responsable. Ces initiatives encouragent les jeunes à réfléchir à leur choix de consommation, à prendre conscience de l'impact environnemental de la surconsommation et à privilégier des marques durables ou locales. Ces programmes permettent de développer chez les adolescents un esprit critique vis-à-vis des marques et de les aider à adopter des valeurs d'authenticité et de durabilité, au lieu de se laisser dicter leur identité par des logos. En conclusion, les grandes marques ont réussi à s'implanter profondément dans le quotidien des adolescents, façonnant leur manière de penser, de se percevoir et de se définir. Leur influence dépasse le simple domaine commercial pour s'inscrire dans le domaine identitaire et social. La culture de marque impose des standards et des valeurs que les jeunes adoptent parfois inconsciemment, et elle finit par s'immiscer jusque dans les écoles. Néanmoins, il est possible de trouver un équilibre. Si l'influence des marques est difficilement évitable, il est essentiel d'éduquer les jeunes à être des consommateurs avertis et responsables. L'éducation et la sensibilisation sont des outils puissants pour leur permettre de construire leur identité indépendamment des marques et d'apprendre à valoriser l'authenticité et la diversité des personnalités. Le défi reste grand, mais cette prise de conscience pourrait aider les générations futures à voir au-delà des logos et des marques, pour se forger leur propre chemin et leurs propres valeurs. Sujet numéro 25. Avant de commencer cet exercice, je vais vous expliquer une méthode simple pour en tirer le meilleur bénéfice. D'abord, je vous conseille de regarder la vidéo une première fois avec les sous-titres activés. Cela va vous aider à mieux comprendre le contenu, en faisant le lien entre ce que vous entendez et les mots écrits. Ensuite, regardez la vidéo une deuxième fois sans les sous-titres, pour vous concentrer uniquement sur l'écoute et renforcer votre compréhension auditive. Enfin, prenez un cahier et écrivez quelques phrases clés que vous avez retenues de l'épisode. Ce sera une bonne façon de consolider ce que vous avez appris tout en pratiquant l'écriture en français. En suivant cette méthode, vous verrez des progrès dans votre compréhension et votre capacité à vous exprimer en français. C'est parti! Les musées publics jouent un rôle fondamental dans la préservation et la diffusion du patrimoine culturel. En tant qu'institution éducative et culturelle, ils permettent à chacun de découvrir l'art, l'histoire et la diversité des cultures, contribuant ainsi à la formation de l'identité collective. Cependant, une tendance préoccupante se développe, l'augmentation des prix d'entrée, qui rend l'accès aux musées de plus en plus difficile pour de nombreux visiteurs, en particulier pour les classes sociales défavorisées. Alors que les musées ont pour vocation de transmettre la culture au plus grand nombre, cette hausse tarifaire soulève des questions importantes sur l'accessibilité de ce service public et sur le rôle du ministère de la Culture, en charge de la gestion de ces institutions. Face à ce dilemme, une question revient fréquemment. Les musées nationaux devraient-ils être gratuits? Cette question complexe implique des enjeux variés, tels que le financement des musées, la rentabilité économique et la mission de service public. Il est donc crucial d'analyser cette problématique sous plusieurs angles pour comprendre les différentes implications qu'elle entraîne. Dans cet épisode, nous examinerons d'abord les enjeux liés à la rentabilité des musées, puis nous discuterons de l'importance de l'accessibilité culturelle pour la société. Enfin, nous explorerons les possibles solutions pour concilier rentabilité et accessibilité, tout en prenant en compte l'évolution des pratiques culturelles à l'ère numérique. Les musées, en tant qu'institutions culturelles, nécessitent un budget conséquent pour leur fonctionnement. Entre les frais de maintenance, les coûts de restauration des œuvres, les salaires des employés et les expositions temporaires, les dépenses sont considérables. Par exemple, le Louvre, l'un des musées les plus visités au monde, dispose d'un budget de fonctionnement annuel dépassant les 200 millions d'euros. Ce budget est principalement financé par des subventions de l'État, mais il dépend également des revenus générés par les entrées payantes.
Cependant, le budget alloué par l'État ne suffit souvent pas à couvrir ces coûts. Selon une étude du ministère de la Culture, les subventions publiques ont connu une stagnation, tandis que les charges de fonctionnement augmentent chaque année. Cela pousse certaines institutions à augmenter leurs tarifs d'entrée pour assurer leur rentabilité. Cela est particulièrement vrai pour les grands musées, qui accueillent des millions de visiteurs chaque année et doivent constamment innover pour répondre aux attentes du public. Le développement du tourisme de masse a introduit une dimension concurrentielle pour les musées publics. Ces derniers doivent rivaliser avec les musées privés et d'autres attractions culturelles pour attirer les visiteurs. De plus, les musées doivent s'adapter aux exigences des touristes, qui recherchent des expériences culturelles uniques et mémorables. Pour répondre à ces attentes, les musées nationaux proposent souvent des services supplémentaires, tels que des expositions temporaires, des visites guidées et des ateliers, qui peuvent générer des revenus supplémentaires. Cette logique de rentabilité peut entraîner une dilution de la mission éducative des musées. En cherchant à maximiser les revenus, les musées peuvent être tentés de privilégier des expositions populaires mais moins significatives sur le plan culturel. Par exemple, des expositions consacrées à des célébrités ou des thèmes grand public peuvent attirer plus de visiteurs, mais elles ne contribuent pas nécessairement à la préservation du patrimoine culturel. Cette orientation commerciale peut avoir des conséquences néfastes sur l'expérience des visiteurs. Lorsque le profit devient la priorité, les musées risquent de négliger leur rôle éducatif. La qualité des expositions peut en pâtir, car elles peuvent être conçues davantage pour attirer les foules que pour transmettre des connaissances. De plus, la dépendance à l'égard des revenus d'entrée peut limiter la diversité des collections et des thèmes abordés. La peur de perdre des visiteurs peut amener les directeurs de musées à éviter des sujets controversés ou à ne pas exposer des œuvres moins connues mais tout aussi importantes. Les musées ont un rôle fondamental dans la transmission des connaissances et l'éducation. Ils permettent au public de découvrir l'art, l'histoire et la culture d'une manière concrète et interactive. Ils offrent également des programmes éducatifs, des visites scolaires et des ateliers qui favorisent l'apprentissage et la curiosité. En rendant les musées payants, on restreint leur accessibilité, surtout pour les classes sociales les plus défavorisées, qui peuvent renoncer à ces sorties culturelles. Il est important de rappeler que l'accès à la culture ne devrait pas dépendre des moyens financiers. Selon une enquête menée par l'Observatoire des inégalités, 40% des Français affirment qu'ils n'ont pas les moyens de visiter régulièrement des musées. Cela soulève des questions cruciales sur l'équité et l'égalité d'accès à la culture. La gratuité des musées, comme cela a été expérimenté en France pour les moins de 26 ans et les enseignants, est une initiative qui vise à démocratiser l'accès à la culture. Cette politique a permis d'augmenter le nombre de visiteurs parmi les jeunes et les familles, encourageant une fréquentation plus diversifiée. En 2019, une étude de la Réunion des musées nationaux a révélé que les visites des jeunes avaient augmenté de 25% suite à l'instauration de la gratuité. Cependant, cette gratuité est souvent temporaire ou conditionnelle. Par exemple, les musées peuvent offrir des entrées gratuites certains jours, mais cela ne résout pas le problème de l'accessibilité à long terme. L'accès à la culture, en tant que bien commun, doit être ouvert à tous pour favoriser la cohésion sociale et promouvoir l'égalité. Les expériences de gratuité, en France et dans d'autres pays, montrent que l'accès gratuit aux musées peut accroître leur fréquentation. Par exemple, en Écosse, les musées nationaux sont gratuits depuis 2006, ce qui a entraîné une augmentation de 40% de la fréquentation. Cela démontre que la gratuité peut être un levier puissant pour attirer un public plus large. Cependant, une fréquentation accrue n'est pas toujours synonyme de qualité de visite. Une forte affluence peut engendrer une surcharge des infrastructures et réduire la qualité de l'expérience culturelle pour chaque visiteur. Les musées doivent donc trouver un équilibre entre l'accessibilité et la gestion des flux de visiteurs. Des solutions comme la réservation en ligne et la régulation des horaires de visite peuvent aider à gérer les foules. Pour éviter d'augmenter les prix d'entrée tout en assurant leur rentabilité, les musées pourraient envisager des financements alternatifs. Les partenariats avec le secteur privé, comme des entreprises mécènes, peuvent apporter des ressources supplémentaires sans impact direct sur les visiteurs. Par exemple, le musée d'Orsay a établi des collaborations avec des entreprises pour sponsoriser des expositions temporaires, ce qui permet de diversifier les sources de financement tout en maintenant des tarifs d'entrée abordables. En outre, le développement des boutiques et des restaurants dans les musées, déjà en place dans de nombreuses institutions, peut générer des revenus complémentaires. Ces espaces peuvent offrir des produits locaux et artisanaux, créant ainsi une expérience enrichissante pour les visiteurs tout en soutenant l'économie locale. Plutôt que la gratuité totale, les musées pourraient adopter des politiques tarifaires plus flexibles. Par exemple, des tarifs réduits pour les familles, les étudiants, les demandeurs d'emploi ou les retraités pourraient favoriser l'inclusion sans priver les musées de leurs revenus. Une telle politique a été mise en œuvre avec succès au musée du Quai Branly, qui propose des tarifs réduits pour certaines catégories de visiteurs.
Par ailleurs, une gratuité partielle, réservée à certaines périodes de l'année ou à des jours spécifiques, pourrait également encourager la fréquentation tout en contrôlant les flux de visiteurs. Des initiatives comme la Nuit des musées, qui permet aux visiteurs d'accéder gratuitement à divers musées une fois par an, montrent que la gratuité peut être bénéfique tout en maintenant une régulation. Avec l'évolution de la technologie, les musées peuvent aussi proposer des visites virtuelles et des contenus en ligne. Cette approche permet de rendre les œuvres accessibles à tous, indépendamment de la situation géographique et des horaires d'ouverture. Le musée du Louvre, par exemple, a lancé une série de visites virtuelles, permettant aux internautes de découvrir ses collections depuis chez eux. Cela peut également inciter les visiteurs potentiels à se déplacer physiquement pour découvrir les expositions. Par ailleurs, les expositions itinérantes, organisées dans différentes régions, facilitent l'accès des publics éloignés des grandes villes et réduisent la nécessité de se rendre dans les grands musées. Cette initiative permet de promouvoir la culture et d'assurer que les trésors nationaux sont visibles et accessibles à tous, où qu'ils se trouvent. En conclusion, la question de la gratuité des musées nationaux renvoie à un dilemme complexe entre la nécessité de préserver le patrimoine national et celle d'assurer un accès égalitaire à la culture pour tous. Si la gratuité permet de démocratiser l'accès à la culture, elle peut aussi entraîner des défis financiers et organisationnels pour les musées. Il est donc essentiel d'explorer des solutions innovantes qui permettent de concilier rentabilité et accessibilité. La réponse à la question « Les musées nationaux devraient-ils être gratuits ?» n'est pas simple. Elle nécessite une réflexion approfondie sur la mission des musées, les attentes du public et les moyens de financement. La solution pourrait résider dans un équilibre entre une politique de gratuité partielle et des sources de financement diversifiées. En conciliant rentabilité et accessibilité, les musées pourraient ainsi continuer à remplir leur mission culturelle et éducative sans sacrifier la qualité ni l'égalité d'accès. La culture doit être un patrimoine partagé, accessible à tous, car elle constitue la mémoire collective d'une société et un vecteur d'unité dans la diversité. Sujet numéro 26. Avant de commencer cet exercice, je vais vous expliquer une méthode simple pour en tirer le meilleur bénéfice. D'abord, je vous conseille de regarder la vidéo une première fois avec les sous-titres activés. Cela va vous aider à mieux comprendre le contenu, en faisant le lien entre ce que vous entendez et les mots écrits. Ensuite, regardez la vidéo une deuxième fois sans les sous-titres, pour vous concentrer uniquement sur l'écoute et renforcer votre compréhension auditive. Enfin, prenez un cahier et écrivez quelques phrases clés que vous avez retenues de l'épisode. Ce sera une bonne façon de consolider ce que vous avez appris tout en pratiquant l'écriture en français. En suivant cette méthode, vous verrez des progrès dans votre compréhension et votre capacité à vous exprimer en français. C'est parti! Le financement des universités et des grandes écoles est un enjeu crucial qui touche au fondement même de notre société, à savoir l'égalité d'accès à l'éducation et la justice sociale. Les questions autour des frais de scolarité et de leur impact sur la diversité socio-économique des étudiants deviennent de plus en plus pertinentes dans un contexte où la mondialisation et la compétitivité économique imposent de nouvelles exigences aux institutions académiques. Pour comprendre l'étendue de ce défi, il est essentiel de s'interroger sur les sources de financement de ces établissements, d'analyser les effets des frais de scolarité élevés sur l'accès aux études supérieures, et enfin, de réfléchir aux solutions possibles pour garantir l'égalité des chances. Les universités et grandes écoles, en France comme ailleurs, se financent par diverses sources, les subventions publiques, les frais de scolarité et parfois des financements privés. Dans de nombreux pays, l'État finance en grande partie les universités, en suivant le principe selon lequel l'éducation est un bien public, accessible au plus grand nombre sans barrière financière excessive. Cependant, l'insuffisance des fonds publics conduit certaines institutions à recourir à des sources alternatives, comme des partenariats privés ou des augmentations de frais d'inscription. Par exemple, dans les universités américaines, le financement dépend largement des frais de scolarité, qui peuvent atteindre des dizaines de milliers de dollars par an. En France, la situation est différente. Les universités sont principalement publiques et les frais de scolarité sont faibles, mais les grandes écoles, notamment les écoles de commerce et certaines écoles d'ingénieurs, imposent des frais bien plus élevés. Cela soulève une question cruciale. Comment concilier l'accès à une éducation de qualité avec un modèle économique qui exige de plus en plus de financement? Les grandes écoles françaises, réputées pour leur excellence académique, justifient souvent leurs frais élevés par la qualité des infrastructures, le réseau professionnel et le soutien personnalisé qu'elles offrent à leurs étudiants. Cependant, ces frais de scolarité élevés posent un problème d'accessibilité, écartant les étudiants issus de milieux moins favorisés. Dans un système d'éducation qui valorise le mérite et l'égalité des chances, cette situation est paradoxale. Le coût de l'éducation dans certaines grandes écoles restreint la diversité socio-économique des promotions. De nombreux jeunes issus de familles modestes renoncent à postuler dans ces établissements, ou s'endettent lourdement pour financer leurs études.
Aux États-Unis, ce problème a été illustré par la crise de la dette étudiante, où des millions d'étudiants se retrouvent avec des dettes qu'ils mettront des décennies à rembourser. En France, bien que le système de prêt étudiant soit moins répandu, l'endettement reste un problème, surtout dans les grandes écoles de commerce et d'ingénieurs. Face aux difficultés d'accès pour les étudiants moins favorisés, des initiatives ont été mises en place pour encourager la diversité et l'inclusion. Certaines grandes écoles, par exemple, ont mis en œuvre des politiques de bourse sociale, des systèmes de prêt à taux zéro et des programmes d'intégration pour des étudiants issus de milieux moins privilégiés. Cependant, ces efforts, bien que louables, restent souvent insuffisants pour compenser les disparités économiques. En France, la plupart des grandes écoles sont situées dans les grandes villes, notamment à Paris. Cela crée une barrière supplémentaire pour les étudiants des régions rurales ou de petites villes, qui doivent supporter des coûts supplémentaires, comme le logement et les transports, pour accéder à ces institutions. Cette centralisation contribue à creuser l'écart entre les étudiants de différents horizons socio-économiques et géographiques. Dans certains pays, des modèles d'éducation gratuite ont été explorés avec des succès variés. En Scandinavie, par exemple, les frais d'inscription dans l'enseignement supérieur sont minimes, voire inexistants, car ces pays considèrent l'éducation comme un investissement collectif. En France, la question de la gratuité ou de la quasi-gratuité de l'enseignement supérieur revient régulièrement dans les débats, mais elle implique de repenser entièrement le financement public et le rôle de l'État dans l'éducation. Un autre modèle consiste à renforcer le partenariat avec le secteur privé. Les entreprises pourraient apporter des financements aux universités et grandes écoles en échange de programmes de formation adaptés aux besoins du marché du travail. Cela pourrait, dans certains cas, réduire la pression sur les frais de scolarité tout en offrant une insertion professionnelle plus fluide pour les étudiants. Cependant, ce modèle peut aussi poser des risques de dépendance excessive des institutions académiques vis-à-vis des intérêts privés. Une alternative qui a fait ses preuves dans d'autres pays est l'instauration de prêts étudiants à taux zéro, accompagnée d'un soutien fort en matière de bourse pour les étudiants issus de milieux modestes. Cela permettrait d'alléger la charge immédiate des frais de scolarité tout en laissant aux diplômés la possibilité de rembourser une fois qu'ils auront trouvé un emploi stable. Bien que cette solution ne soit pas sans inconvénients, elle offre une voie potentiellement viable pour garantir une éducation accessible. La question du financement des universités et des grandes écoles est au cœur d'un débat qui touche à la fois à la justice sociale et à la performance économique. Les frais de scolarité élevés, bien que parfois justifiés par des exigences de qualité, tendent à écarter les étudiants issus de milieux défavorisés, menaçant ainsi le principe d'égalité d'accès à l'éducation. Si certaines initiatives existent pour favoriser la diversité et l'inclusion, elles restent limitées face à l'ampleur du problème. Pour garantir une éducation de qualité accessible à tous, il est crucial de repenser le modèle de financement en explorant des solutions alternatives. Qu'il s'agisse d'une éducation gratuite, d'une participation accrue des entreprises, ou de la mise en place de prêts à taux zéro, les options sont nombreuses. Toutefois, ces changements nécessitent une volonté politique forte et un consensus social autour de la place de l'éducation dans notre société. En fin de compte, le défi est de taille, mais il est essentiel pour bâtir une société plus équitable et plus prospère. Sujet numéro 27. Avant de commencer cet exercice, je vais vous expliquer une méthode simple pour en tirer le meilleur bénéfice. D'abord, je vous conseille de regarder la vidéo une première fois avec les sous-titres activés. Cela va vous aider à mieux comprendre le contenu, en faisant le lien entre ce que vous entendez et les mots écrits. Ensuite, regardez la vidéo une deuxième fois sans les sous-titres, pour vous concentrer uniquement sur l'écoute et renforcer votre compréhension auditive. Enfin, prenez un cahier et écrivez quelques phrases clés que vous avez retenues de l'épisode. Ce sera une bonne façon de consolider ce que vous avez appris tout en pratiquant l'écriture en français. En suivant cette méthode, vous verrez des progrès dans votre compréhension et votre capacité à vous exprimer en français. C'est parti! L'urbanisation rapide et les transformations qu'elle engendre sur le tissu social des villes sont des phénomènes aussi anciens que les grandes métropoles elles-mêmes. Toutefois, la manière dont certains quartiers urbains populaires se transforment aujourd'hui, avec l'arrivée de nouvelles populations plus aisées, suscite des débats sur les conséquences sociales de ces transformations. Un phénomène clé dans cette transformation est la gentrification. Par exemple, le quartier de Brooklyn à New York, autrefois symbole de diversité culturelle et sociale, est aujourd'hui devenu un centre prisé des jeunes professionnels et entrepreneurs fortunés, au point de rendre presque méconnaissable son caractère d'origine. Ce changement a des conséquences variées sur les habitants, les commerces et l'atmosphère même du quartier. La gentrification, généralement définie comme le processus par lequel des quartiers populaires deviennent progressivement des zones résidentielles plus aisées à la suite de l'arrivée de nouvelles populations plus riches, suscite de nombreuses questions sur les effets économiques et sociaux qu'elle entraîne. Pour certains, elle est un levier de revitalisation urbaine, permettant de rénover des quartiers souvent délaissés et d'attirer de nouveaux investissements.
Cependant, pour d'autres, elle représente un facteur de disparition des populations locales, un processus d'exclusion qui renforce les inégalités sociales et efface les identités culturelles. Dans ce contexte, nous devons nous demander si la gentrification est véritablement un processus qui profite à tous ou si elle est, au contraire, un facteur de déséquilibre social. La gentrification des quartiers urbains est-elle un moteur de progrès pour les villes, ou un phénomène qui aggrave les injustices sociales? Pour répondre à cette question, nous allons d'abord explorer les avantages économiques et sociaux que ce processus peut offrir. Ensuite, nous nous pencherons sur ses conséquences négatives, notamment en ce qui concerne l'expulsion des populations et la perte d'identité culturelle des quartiers. L'un des principaux avantages de la gentrification réside dans sa capacité à revitaliser économiquement les quartiers urbains en déclin. De nombreux quartiers populaires, souvent caractérisés par une faible activité économique, des infrastructures dégradées et un manque d'investissement public, connaissent un véritable renouveau grâce à l'arrivée de populations plus aisées. Ce phénomène entraîne une augmentation des investissements privés et publics, qui se traduisent par la réhabilitation des immeubles, l'amélioration des infrastructures, la création de nouveaux commerces et l'apparition de nouveaux services. Prenons l'exemple de Shoreditch à Londres, un quartier autrefois marqué par des bâtiments abandonnés et un taux de criminalité élevé. Aujourd'hui, c'est l'un des quartiers les plus dynamiques de la capitale britannique, prisé par les créatifs et les entrepreneurs. L'attrait pour ce quartier a généré des investissements dans la rénovation des immeubles, la création d'espaces verts et l'amélioration des transports publics. De plus, de nombreux commerces et entreprises locales y ont prospéré, attirant non seulement des habitants, mais aussi des touristes et des investisseurs étrangers. Ces améliorations ne profitent pas uniquement aux nouveaux arrivants. Les résidents locaux bénéficient également de meilleures infrastructures et services. Les espaces publics sont réaménagés, les écoles et les hôpitaux sont modernisés, et les transports deviennent plus accessibles. Ce processus peut également créer des emplois locaux, que ce soit dans le secteur du bâtiment, du commerce ou des services. Ainsi, la gentrification apporte une nouvelle dynamique économique dans des quartiers qui en avaient souvent bien besoin. Un autre avantage souvent mis en avant par les partisans de la gentrification est la réduction de la criminalité. L'installation de populations plus aisées s'accompagne souvent d'une augmentation de la surveillance, de la présence policière et de l'implantation de nouveaux commerces, ce qui contribue à rendre les quartiers plus sûrs. Dans le cas du quartier de Harlem à New York, autrefois réputé pour son taux élevé de criminalité, la gentrification a coïncidé avec une baisse significative des actes de délinquance. Des rues autrefois désertes et dangereuses sont devenues des lieux animés, avec des commerces ouverts tard le soir et une meilleure illumination. La réduction des espaces abandonnés, le développement de nouvelles activités économiques et la présence accrue de commerces contribuent à dissuader les comportements criminels. De plus, l'amélioration de la sécurité dans ces quartiers rend ces zones plus attractives pour les familles et les jeunes professionnels qui recherchent un environnement à la fois dynamique et sûr. Ce phénomène peut également bénéficier aux habitants d'origine, qui profitent d'un quartier plus sécurisé, sans nécessairement avoir à déménager. La gentrification peut également être un facteur de diversification économique et sociale. Elle attire souvent des profils variés, qu'il s'agisse de jeunes professionnels, d'artistes, d'entrepreneurs ou d'investisseurs. Cette diversité permet de créer une nouvelle dynamique au sein des quartiers, où se mélangent différentes cultures, professions et modes de vie. Dans certains cas, la gentrification permet d'introduire une forme de mixité sociale, où des populations issues de milieux différents se côtoient dans un même quartier. Cela peut créer des échanges enrichissants, que ce soit au niveau culturel ou économique. Par exemple, l'installation de nouvelles populations plus aisées peut entraîner une demande accrue de services, stimulant ainsi l'activité des commerces locaux. Par ailleurs, le développement des activités culturelles est souvent l'un des aspects les plus visibles de la gentrification. Des galeries d'art, des cafés, des restaurants, des espaces de coworking et des événements culturels font leur apparition, contribuant à la revitalisation du quartier et à sa nouvelle attractivité. Ces initiatives culturelles permettent d'enrichir l'offre locale et d'attirer de nouveaux visiteurs. Cependant, bien que ces aspects positifs de la gentrification soient indéniables, ils ne doivent pas masquer les conséquences sociales négatives que ce phénomène entraîne pour les populations locales. Le principal inconvénient de la gentrification est qu'elle entraîne souvent l'expulsion des populations locales, en raison de la hausse des prix de l'immobilier et des loyers. Les habitants d'origine, généralement issus des classes populaires, ne peuvent plus suivre l'augmentation des coûts de la vie dans leur propre quartier et sont contraints de déménager vers des zones moins chères, souvent en périphérie des grandes villes. Le quartier de Williamsburg à New York illustre parfaitement ce phénomène. Dans les années 1990, ce quartier était un lieu de résidence pour les artistes et les familles modestes, avec des loyers relativement bas. Toutefois, avec l'arrivée de jeunes professionnels et d'investisseurs, les loyers ont flambé, et les populations d'origine ont progressivement été repoussées vers d'autres quartiers plus accessibles. Aujourd'hui, Williamsburg est devenu un symbole de la gentrification, avec des immeubles de luxe et des commerces haut de gamme,
mais sans les populations historiques qui en faisaient autrefois la richesse. Ce processus d'exclusion sociale crée une fracture urbaine, où les centres-villes deviennent de plus en plus réservés aux populations aisées, tandis que les classes populaires sont repoussées vers les périphéries. Cela accentue la ségrégation socio-économique dans les villes et limite l'accès des classes populaires aux opportunités économiques et aux services de qualité, comme les écoles ou les hôpitaux. En plus des conséquences économiques, la gentrification entraîne une perte de l'identité culturelle des quartiers. Les quartiers populaires sont souvent marqués par une forte identité culturelle, forgée par des décennies de coexistence entre différentes communautés. Cette diversité culturelle est un élément fondamental de la richesse et de l'attractivité de ces quartiers. Cependant, avec l'arrivée de nouvelles populations et la transformation des commerces locaux en boutiques de luxe ou en franchises internationales, les quartiers perdent peu à peu leur âme. Cette homogénéisation culturelle appauvrit non seulement l'identité des quartiers, mais elle limite également les opportunités pour les habitants d'origine de profiter des transformations positives qui accompagnent la gentrification. En effet, ils n'ont souvent pas les moyens de fréquenter les nouveaux commerces ou de participer aux nouvelles activités culturelles. Enfin, la gentrification contribue à l'aggravation des inégalités sociales. En favorisant l'installation de populations plus aisées et en expulsant les classes populaires, elle renforce la ségrégation socio-économique au sein des villes. Les bénéfices de la gentrification, tels que la revitalisation des quartiers et l'amélioration des infrastructures, profitent principalement aux nouveaux arrivants, tandis que les habitants historiques se retrouvent marginalisés. Le cas de San Francisco est particulièrement frappant. La ville a connu une forte gentrification avec l'arrivée massive de travailleurs de la Silicon Valley. Les prix de l'immobilier ont explosé, et les classes populaires ont été contraintes de quitter la ville pour s'installer dans des zones plus abordables, souvent loin des centres économiques. Cela a créé une ville divisée, où les inégalités sont plus marquées que jamais. Ce phénomène d'exclusion accentue la fracture sociale et réduit la mobilité sociale des populations les plus vulnérables. En étant repoussées vers les périphéries, elles se retrouvent éloignées des opportunités d'emploi, des services publics de qualité et des réseaux économiques et sociaux qui pourraient les aider à améliorer leur situation. La gentrification est un phénomène ambivalent, à la fois source de progrès économique et d'injustice sociale. Si elle permet de revitaliser des quartiers en déclin, de réduire la criminalité et d'attirer de nouveaux investissements, elle provoque également des phénomènes d'exclusion, une perte de l'identité culturelle et une aggravation des inégalités sociales. Pour que la gentrification soit un processus inclusif et équitable, il est essentiel que les pouvoirs publics mettent en place des politiques urbaines adaptées. Parmi celles-ci, l'encadrement des loyers, la création de logements sociaux et le soutien aux commerces locaux sont des mesures qui pourraient limiter les effets négatifs de la gentrification. De plus, il est important de promouvoir la mixité sociale afin de garantir que les populations locales ne soient pas marginalisées. En définitive, la gentrification n'est pas intrinsèquement bonne ou mauvaise. Son impact dépend de la manière dont elle est gérée et de la capacité des villes à trouver un équilibre entre développement économique et justice sociale. Sujet numéro 28. Avant de commencer cet exercice, je vais vous expliquer une méthode simple pour en tirer le meilleur bénéfice. D'abord, je vous conseille de regarder la vidéo une première fois avec les sous-titres activés. Cela va vous aider à mieux comprendre le contenu, en faisant le lien entre ce que vous entendez et les mots écrits. Ensuite, regardez la vidéo une deuxième fois sans les sous-titres, pour vous concentrer uniquement sur l'écoute et renforcer votre compréhension auditive. Enfin, prenez un cahier et écrivez quelques phrases clés que vous avez retenues de l'épisode. Ce sera une bonne façon de consolider ce que vous avez appris tout en pratiquant l'écriture en français. En suivant cette méthode, vous verrez des progrès dans votre compréhension et votre capacité à vous exprimer en français. C'est parti! À l'ère numérique, les réseaux sociaux occupent une place prépondérante dans nos vies quotidiennes, redéfinissant notre manière d'interagir, de communiquer et de nous exprimer. À travers des plateformes comme Facebook, Twitter, Instagram et TikTok, les individus peuvent partager instantanément des pensées, des expériences et des informations avec un public mondial. Mais derrière cette facilité de connexion se cachent des enjeux profonds qui méritent d'être examinés de manière critique. Comment ces réseaux sociaux transforment-ils notre société moderne ? Quels effets ont-ils sur nos relations interpersonnelles et notre vie quotidienne ? La problématique se pose de manière pressante dans un monde où l'équilibre entre l'authenticité et l'artifice devient flou. Pour explorer ces questions, nous aborderons d'abord les aspects positifs des réseaux sociaux, notamment leur rôle dans la facilitation des connexions et l'accès à l'information. Ensuite, nous examinerons les effets négatifs, tels que la désinformation, l'isolement social et l'impact sur la santé mentale. Enfin, nous réfléchirons à des pistes pour naviguer dans ce paysage complexe, en cherchant à établir un usage équilibré et conscient des réseaux sociaux. Les réseaux sociaux ont indéniablement révolutionné la manière dont les gens interagissent.
Avant leur émergence, maintenir des relations à distance était souvent une tâche ardue, nécessitant des efforts considérables et des ressources financières. Aujourd'hui, il suffit d'un clic pour se reconnecter avec des amis perdus de vue, pour communiquer avec des proches vivant à l'autre bout du monde ou pour faire de nouvelles connaissances partageant des intérêts communs. Les réseaux sociaux sont devenus des outils puissants pour le renforcement des liens sociaux. Ils permettent aux individus de partager des moments de leur vie, de célébrer des succès et de traverser des épreuves ensemble. Cette capacité à se connecter instantanément a des implications profondes pour le soutien social, en offrant un espace où les gens peuvent s'exprimer librement et se sentir entendus. Un autre aspect positif des réseaux sociaux est leur rôle en tant que source d'information et d'éveil des consciences. Les utilisateurs peuvent facilement accéder à des nouvelles, des articles et des discussions sur des sujets variés, allant des problèmes locaux aux enjeux mondiaux. Cette accessibilité a permis de démocratiser l'information, en donnant une voix à ceux qui, autrefois, étaient exclus des espaces médiatiques traditionnels. De plus, les réseaux sociaux sont devenus des outils de sensibilisation puissants pour des causes sociales et politiques. Des mouvements comme #MeToo, Black Lives Matter ou Fridays for Future illustrent comment les plateformes sociales peuvent mobiliser des millions de personnes autour de questions cruciales, suscitant un débat public et incitant à l'action collective. Grâce à ces initiatives, la société moderne est davantage consciente des injustices et des inégalités qui persistent, favorisant un climat propice au changement. Les réseaux sociaux ont également ouvert de nouvelles avenues pour la créativité et l'expression personnelle. Les utilisateurs peuvent partager leurs talents, qu'il s'agisse de photographie, de musique, de danse ou d'écriture, et ainsi toucher un public mondial. Des plateformes comme Instagram et TikTok ont donné naissance à une nouvelle génération de créateurs de contenu, qui utilisent ces espaces pour exprimer leur identité, partager des récits personnels et inspirer les autres. Cette explosion de créativité peut être bénéfique pour les individus, car elle favorise un sentiment d'appartenance et d'acceptation. Les réseaux sociaux offrent un espace où les gens peuvent célébrer leur diversité et trouver des communautés qui les soutiennent dans leur quête d'authenticité. Cependant, les réseaux sociaux ne sont pas sans leurs ombres. L'un des problèmes les plus pressants est la propagation de la désinformation et des fake news. Dans un environnement où tout le monde peut publier et partager des informations, il est devenu de plus en plus difficile de distinguer le vrai du faux. Les fausses informations peuvent circuler à une vitesse alarmante, influençant les opinions publiques et compromettant la démocratie. La désinformation peut avoir des conséquences graves, notamment en matière de santé publique, comme nous l'avons vu avec la propagation de rumeurs concernant les vaccins pendant la pandémie de Covid-19. Ces informations erronées peuvent conduire à des comportements dangereux et à une méfiance envers les institutions. Il est crucial que les utilisateurs des réseaux sociaux soient conscients de leurs responsabilités dans le partage d'informations et qu'ils s'engagent à vérifier la véracité des contenus avant de les diffuser. Un autre effet négatif majeur des réseaux sociaux est l'isolement social qu'ils peuvent engendrer. Bien que ces plateformes soient conçues pour connecter les gens, il existe un paradoxe. Plus les gens interagissent en ligne, moins ils peuvent se sentir réellement connectés dans la vie réelle. Les interactions numériques peuvent parfois remplacer les conversations face à face, créant une distance émotionnelle qui peut mener à un sentiment de solitude. Les études montrent que les utilisateurs fréquents des réseaux sociaux peuvent éprouver des niveaux plus élevés d'anxiété et de dépression. La comparaison constante avec les autres, exacerbée par la présentation soigneusement sélectionnée des moments de vie sur les réseaux sociaux, peut nuire à l'estime de soi. Ainsi, alors que les réseaux sociaux offrent des opportunités de connexion, ils peuvent également renforcer des sentiments d'isolement. L'impact des réseaux sociaux sur la santé mentale est un sujet de préoccupation croissante. L'utilisation excessive des plateformes sociales a été liée à des problèmes d'anxiété, de dépression et d'autres troubles psychologiques. Les utilisateurs peuvent ressentir une pression constante pour être connectés et performants, menant à un stress chronique. De plus, la cyberintimidation est devenue un phénomène préoccupant, touchant particulièrement les jeunes. Les attaques en ligne peuvent avoir des effets dévastateurs sur la santé mentale des victimes, entraînant des conséquences durables sur leur bien-être. Les réseaux sociaux, qui étaient censés être des espaces d'expression et de partage, peuvent également devenir des terrains propices aux abus et à la haine. Pour tirer parti des avantages des réseaux sociaux tout en atténuant leurs effets négatifs, il est essentiel de promouvoir l'éducation numérique. Les utilisateurs doivent être formés à l'identification des informations fiables, à la reconnaissance de la désinformation et à la gestion de leurs interactions en ligne. Les écoles, les parents et les institutions doivent jouer un rôle actif dans la formation des jeunes à l'utilisation consciente des réseaux sociaux. Cette éducation doit également inclure des discussions sur l'impact des réseaux sociaux sur la santé mentale, sensibilisant les utilisateurs aux signes de stress et d'anxiété liés à leur utilisation des plateformes. En apprenant à utiliser les réseaux sociaux de manière responsable, les individus peuvent profiter des avantages tout en minimisant les risques. La pratique de la désintoxication numérique, qui consiste à prendre des pauses régulières des réseaux sociaux, peut également être bénéfique pour la santé mentale.
Ces pauses permettent aux individus de se reconnecter avec le monde réel, d'évaluer leurs relations et de réfléchir à l'impact de leur utilisation des réseaux sociaux sur leur bien-être. En instaurant des limites quant au temps passé en ligne, les utilisateurs peuvent retrouver un équilibre sain entre la vie numérique et la vie réelle. Enfin, il est crucial de promouvoir l'authenticité sur les réseaux sociaux. Les utilisateurs doivent être encouragés à partager des expériences réelles, à montrer leur vulnérabilité et à établir des connexions significatives. Les influenceurs et les créateurs de contenu peuvent jouer un rôle clé en mettant en avant des récits authentiques qui valorisent la diversité et l'acceptation. En cultivant une culture d'authenticité, nous pouvons contrer la tendance à la perfection souvent véhiculée sur ces plateformes. Pour récapituler, l'impact des réseaux sociaux sur la société moderne est complexe et nuancé. D'une part, ils offrent des opportunités sans précédent de connexion, d'accès à l'information et d'expression personnelle. D'autre part, ils présentent des défis considérables, notamment la désinformation, l'isolement social et les impacts négatifs sur la santé mentale. Pour naviguer efficacement dans ce paysage en constante évolution, il est essentiel de promouvoir l'éducation numérique, d'instaurer des pratiques de désintoxication et de cultiver l'authenticité. Dans ce contexte, chacun d'entre nous a un rôle à jouer. En prenant conscience des enjeux liés à l'utilisation des réseaux sociaux, nous pouvons agir de manière responsable, contribuer à un environnement en ligne plus sain et renforcer les liens qui nous unissent. L'avenir des réseaux sociaux dépendra de notre capacité à les utiliser comme des outils au service de l'humanité, plutôt que comme des barrières qui nous séparent. À nous de choisir le chemin que nous empruntons, en mettant l'accent sur la connexion, l'authenticité et le respect mutuel. Sujet numéro 28. Avant de commencer cet exercice, je vais vous expliquer une méthode simple pour en tirer le meilleur bénéfice. D'abord, je vous conseille de regarder la vidéo une première fois avec les sous-titres activés. Cela va vous aider à mieux comprendre le contenu, en faisant le lien entre ce que vous entendez et les mots écrits. Ensuite, regardez la vidéo une deuxième fois sans les sous-titres, pour vous concentrer uniquement sur l'écoute et renforcer votre compréhension auditive. Enfin, prenez un cahier et écrivez quelques phrases clés que vous avez retenues de l'épisode. Ce sera une bonne façon de consolider ce que vous avez appris tout en pratiquant l'écriture en français. En suivant cette méthode, vous verrez des progrès dans votre compréhension et votre capacité à vous exprimer en français. C'est parti! Le journalisme est souvent considéré comme le quatrième pouvoir, un pilier essentiel de la démocratie, chargé d'informer le public, d'éclairer l'opinion et de tenir les gouvernements responsables. Cependant, dans un monde où l'information circule à une vitesse fulgurante et où les attentes du public évoluent constamment, les journalistes se trouvent confrontés à une multitude de défis éthiques. De la nécessité de vérifier les faits à la gestion des conflits d'intérêts, en passant par la représentation des minorités et le traitement des sujets sensibles, la pratique du journalisme soulève des questions éthiques complexes. Face à ces enjeux, il devient crucial de se demander quels sont les défis éthiques rencontrés par les journalistes aujourd'hui, et comment peuvent-ils naviguer dans ce paysage turbulent tout en maintenant leur intégrité professionnelle. Pour répondre à cette problématique, nous examinerons d'abord les principales questions éthiques auxquelles les journalistes sont confrontés dans leur travail quotidien. Ensuite, nous analyserons l'impact des nouvelles technologies sur le journalisme et comment elles amplifient ces défis éthiques. Enfin, nous proposerons des pistes pour renforcer l'éthique journalistique et promouvoir une information de qualité. L'une des pierres angulaires du journalisme éthique est la vérification des faits. Dans un contexte où l'information peut être diffusée instantanément sur les réseaux sociaux, les journalistes font face à une pression croissante pour publier rapidement. Cette hâte peut compromettre la rigueur de la vérification des faits, augmentant ainsi le risque de propagation de fausses informations. La vérification des faits nécessite un engagement à rechercher des sources fiables, à croiser les informations et à s'assurer que chaque affirmation est fondée. Cependant, les journalistes se heurtent souvent à des dilemmes éthiques lorsqu'ils doivent choisir entre la rapidité et la précision. Des erreurs peuvent avoir des conséquences graves, non seulement pour les individus concernés, mais aussi pour la confiance du public dans les médias. La question se pose alors, comment les journalistes peuvent-ils équilibrer la nécessité d'informer rapidement avec celle de garantir l'exactitude des informations qu'ils publient? Le conflit d'intérêts est un autre défi éthique majeur pour les journalistes. Celui-ci se produit lorsque les intérêts personnels, financiers ou professionnels d'un journaliste peuvent influencer ses choix éditoriaux. Par exemple, un journaliste peut être amené à couvrir une entreprise dans laquelle il possède des actions, ce qui soulève des questions quant à son objectivité. Les conflits d'intérêts peuvent également se manifester dans des relations personnelles ou familiales. Un journaliste pourrait avoir des liens avec des personnes ou des organisations qu'il est censé couvrir. Pour maintenir leur intégrité, les journalistes doivent être transparents sur ces conflits, et lorsque cela est possible, s'abstenir de couvrir des sujets où leur impartialité pourrait être remise en question. Cette situation pose un défi majeur. Comment les journalistes peuvent-ils naviguer dans leurs relations personnelles et professionnelles tout en préservant l'intégrité de leur travail?
De plus, les rédactions doivent établir des protocoles clairs pour traiter les conflits d'intérêts afin d'assurer la transparence et de maintenir la confiance du public. La représentation des minorités dans les médias est un enjeu éthique crucial. Les journalistes ont la responsabilité de refléter la diversité de la société et d'éviter de renforcer les stéréotypes. Cependant, il existe une tendance persistante à marginaliser certaines voix, ce qui peut conduire à des représentations inexactes et à des préjugés. Pour que le journalisme soit véritablement éthique, il est impératif d'inclure des perspectives variées et de donner la parole à ceux qui sont souvent sous-représentés. Cela nécessite non seulement une réflexion consciente sur les choix éditoriaux, mais aussi une sensibilisation aux biais systémiques qui peuvent influencer la couverture médiatique. Les journalistes doivent se poser la question suivante. Comment peuvent-ils s'assurer que leur travail contribue à une représentation juste et équitable des diverses communautés? Le traitement des sujets sensibles, tels que les catastrophes, les violences ou les crises humanitaires, constitue un autre défi éthique pour les journalistes. Dans ces contextes, la responsabilité de rapporter la vérité doit être équilibrée avec le respect de la dignité des personnes concernées. La façon dont les journalistes choisissent de présenter ces histoires peut avoir des implications profondes pour les victimes et les communautés touchées. Il est crucial que les journalistes évitent la sensationnalisation, qui peut nuire aux personnes concernées et déformer la réalité des événements. Par exemple, la couverture de crises humanitaires doit être faite avec compassion et empathie, tout en s'efforçant de ne pas réduire les individus à de simples statistiques. La question qui se pose ici est, comment les journalistes peuvent-ils aborder des sujets difficiles tout en respectant la dignité des personnes impliquées? L'avènement des nouvelles technologies a transformé le paysage médiatique, mais il a également intensifié les défis éthiques rencontrés par les journalistes. La prolifération des réseaux sociaux et des plateformes en ligne a facilité la diffusion rapide de l'information, mais elle a également ouvert la porte à la désinformation et aux fake news. Les journalistes doivent maintenant non seulement vérifier les faits dans leurs propres rapports, mais aussi se battre contre la vague de fausses informations qui circulent en ligne. La lutte contre la désinformation nécessite un engagement renforcé envers l'éthique journalistique. Les journalistes doivent devenir des éducateurs, sensibilisant le public aux dangers des fausses informations et fournissant des outils pour les identifier. Par conséquent, il est essentiel que les journalistes posent la question suivante. Comment peuvent-ils contribuer à l'éducation médiatique du public et renforcer la confiance dans le journalisme? L'utilisation croissante de l'automatisation et de l'intelligence artificielle dans le journalisme soulève également des questions éthiques. Des algorithmes sont désormais utilisés pour rédiger des articles, analyser des données et même prendre des décisions éditoriales. Bien que ces outils puissent augmenter l'efficacité et la rapidité de la production d'informations, ils posent également des questions sur la qualité du journalisme et l'intégrité des contenus produits. La dépendance à l'égard des technologies peut conduire à une déshumanisation du processus journalistique, où des décisions importantes sont prises sans la perspective humaine. Les journalistes doivent alors se demander, comment peuvent-ils utiliser ces technologies de manière responsable, tout en préservant la valeur et l'importance de l'interaction humaine dans leur travail? Pour naviguer dans ces défis éthiques, il est crucial que les journalistes bénéficient d'une formation continue et d'une sensibilisation aux questions éthiques. Les écoles de journalisme et les organisations professionnelles doivent jouer un rôle actif dans l'éducation des journalistes sur les enjeux éthiques contemporains. Des ateliers, des séminaires et des discussions sur des cas concrets peuvent aider les journalistes à mieux comprendre et à aborder les défis qu'ils rencontrent dans leur pratique quotidienne. Les médias doivent également établir des normes et des lignes directrices claires pour aborder les questions éthiques. Des codes de conduite et des politiques sur la vérification des faits, les conflits d'intérêts et la représentation des minorités peuvent guider les journalistes dans leurs décisions. Ces normes devraient être régulièrement mises à jour pour tenir compte des évolutions du paysage médiatique et des nouvelles technologies. La transparence est un autre aspect essentiel de l'éthique journalistique. Les médias doivent être ouverts sur leurs méthodes de travail, les sources d'information et les éventuels conflits d'intérêts. Cela peut renforcer la confiance du public dans le journalisme et encourager un dialogue constructif sur les enjeux éthiques. Les journalistes doivent poser la question suivante. Comment peuvent-ils être plus transparents dans leur travail pour renforcer la confiance du public? Les défis éthiques rencontrés par les journalistes sont multiples et complexes. La vérification des faits, la gestion des conflits d'intérêts, la représentation des minorités et le traitement des sujets sensibles sont autant d'enjeux qui nécessitent une réflexion approfondie et un engagement envers l'éthique. Avec l'essor des nouvelles technologies, les journalistes doivent également faire face à des défis accrus, tels que la désinformation et l'automatisation, qui compliquent davantage leur mission. Cependant, en investissant dans la formation continue, en établissant des normes éthiques claires et en favorisant la transparence, il est possible de renforcer l'intégrité du journalisme. La profession doit s'engager à maintenir des standards élevés et à répondre aux attentes du public. Dans un monde où l'information est plus accessible que jamais, le journalisme éthique est essentiel pour garantir une démocratie saine et informée.
Les journalistes ont la responsabilité non seulement de rapporter les faits, mais aussi de le faire d'une manière qui respecte la dignité humaine et promeut une société juste et équitable. En fin de compte, le défi éthique du journalisme est un défi collectif, et chacun d'entre nous, en tant que consommateur d'informations, doit jouer un rôle actif dans la promotion d'un journalisme de qualité. Sujet numéro 29. Avant de commencer cet exercice, je vais vous expliquer une méthode simple pour en tirer le meilleur bénéfice. D'abord, je vous conseille de regarder la vidéo une première fois avec les sous-titres activés. Cela va vous aider à mieux comprendre le contenu, en faisant le lien entre ce que vous entendez et les mots écrits. Ensuite, regardez la vidéo une deuxième fois sans les sous-titres, pour vous concentrer uniquement sur l'écoute et renforcer votre compréhension auditive. Enfin, prenez un cahier et écrivez quelques phrases clés que vous avez retenues de l'épisode. Ce sera une bonne façon de consolider ce que vous avez appris tout en pratiquant l'écriture en français. En suivant cette méthode, vous verrez des progrès dans votre compréhension et votre capacité à vous exprimer en français. C'est parti! La pandémie de Covid-19 a bouleversé notre vie quotidienne, entraînant des changements radicaux qui ont affecté presque tous les aspects de notre existence. En dehors des conséquences sanitaires immédiates, la crise a eu un impact profond et durable sur la santé mentale des individus à travers le monde. Dans cette période d'incertitude, de confinement et de distanciation sociale, de nombreuses personnes ont éprouvé des sentiments de peur, d'anxiété, de solitude et de désespoir. Ainsi, il est essentiel de se pencher sur la question suivante. Quel a été l'impact de la pandémie sur la santé mentale des individus et quelles mesures peuvent être prises pour atténuer ses effets? Pour répondre à cette problématique, nous allons d'abord examiner les différentes façons dont la pandémie a affecté la santé mentale, notamment en augmentant les cas d'anxiété, de dépression et d'autres troubles psychologiques. Ensuite, nous aborderons les groupes les plus vulnérables, qui ont subi des conséquences particulièrement sévères. Enfin, nous discuterons des solutions et des mesures à mettre en place pour soutenir la santé mentale dans un contexte post-pandémique. L'un des effets les plus immédiats de la pandémie sur la santé mentale a été l'augmentation des troubles psychologiques. Plusieurs études ont montré une augmentation significative des cas d'anxiété et de dépression depuis le début de la crise sanitaire. Par exemple, une enquête réalisée par l'Organisation mondiale de la santé, OMS, a révélé que les niveaux d'anxiété ont doublé dans de nombreux pays, touchant des millions de personnes. Cette augmentation des troubles mentaux peut être attribuée à plusieurs facteurs. Tout d'abord, l'incertitude concernant l'avenir a engendré une anxiété généralisée. Les personnes craignent pour leur santé, celle de leurs proches et leur situation professionnelle. La peur de la contagion, associée à des informations contradictoires sur le virus, a contribué à un climat d'inquiétude. De plus, la perte de routine due au confinement a perturbé les habitudes quotidiennes, générant un sentiment de désorientation et d'impuissance. Le confinement, qui a été mis en place pour endiguer la propagation du virus, a également eu un impact considérable sur la santé mentale. En raison des mesures de distanciation sociale, de nombreuses personnes se sont retrouvées isolées, loin de leur famille et de leurs amis. Cette solitude a entraîné une augmentation des sentiments de dépression et d'anxiété. Des études ont montré que les individus vivant seuls étaient particulièrement touchés par cette solitude, éprouvant des sentiments de tristesse et de désespoir. En outre, le confinement a également eu des effets néfastes sur les relations familiales. Les tensions au sein des ménages ont souvent augmenté en raison du stress et des frustrations accumulées. Les disputes familiales se sont intensifiées, et les familles ont dû faire face à des défis tels que le télétravail et l'école à domicile. Cette pression a exacerbé les troubles mentaux, particulièrement chez les parents qui jonglent entre leur travail et les responsabilités familiales. Les inégalités sociales et économiques ont également joué un rôle déterminant dans l'impact de la pandémie sur la santé mentale. Les personnes issues de milieux défavorisés ont été particulièrement vulnérables en raison de l'absence de ressources financières, de soutien psychologique et d'accès aux soins de santé. Les travailleurs précaires, qui ont perdu leur emploi ou ont vu leurs heures de travail réduites, ont souvent ressenti une anxiété accrue liée à l'incertitude financière. De plus, les inégalités d'accès aux soins de santé mentale ont amplifié ces effets. Dans de nombreuses régions, les services de santé mentale étaient déjà sous-financés et inaccessibles avant la pandémie. Avec l'augmentation de la demande de services psychologiques, de nombreux individus se sont retrouvés sans soutien adéquat. Les barrières financières, géographiques et culturelles ont empêché de nombreuses personnes d'accéder aux ressources dont elles avaient besoin pour faire face à leurs difficultés. Les jeunes et les étudiants ont été particulièrement touchés par l'impact de la pandémie sur leur santé mentale. L'interruption des études et la transition vers l'apprentissage en ligne ont créé une situation stressante pour de nombreux élèves. L'isolement social, l'absence de contact avec leurs pairs et la perte d'activités extrascolaires ont contribué à une augmentation des sentiments d'anxiété et de dépression parmi les jeunes. De plus, les examens annulés ou modifiés ont généré des incertitudes concernant l'avenir académique et professionnel.
Les étudiants ont souvent ressenti une pression accrue pour performer, ce qui a pu aggraver leurs troubles mentaux. La pandémie a également exacerbé les inégalités entre les élèves, certains ayant un meilleur accès aux ressources d'apprentissage en ligne que d'autres. Les professionnels de la santé, en première ligne de la lutte contre la pandémie, ont également souffert d'une pression immense sur leur santé mentale. Face à l'augmentation des cas de Covid-19, les travailleurs de la santé ont été confrontés à des situations de stress intense, de fatigue physique et émotionnelle, et de risques accrus d'épuisement professionnel. Des études ont montré que ces professionnels présentaient des taux élevés d'anxiété, de dépression et de stress post-traumatique. La pression de devoir prendre des décisions difficiles concernant le traitement des patients, combinée à la peur de contracter le virus ou de le transmettre à leurs proches, a ajouté une charge émotionnelle supplémentaire. De nombreux professionnels de la santé ont exprimé des sentiments de tristesse et de frustration face à la situation. L'isolement social a été particulièrement difficile pour les personnes qui ne disposent pas de réseau de soutien solide ou qui sont confrontées à la stigmatisation. Les individus issus de minorités ethniques ont également été affectés par des préjugés et des discriminations exacerbées pendant la pandémie. La stigmatisation liée au virus, qui a souvent ciblé certaines communautés, a contribué à une augmentation des problèmes de santé mentale au sein de ces populations. Il est crucial de promouvoir la sensibilisation à la santé mentale afin de réduire la stigmatisation et d'encourager les individus à rechercher de l'aide. Les campagnes de sensibilisation peuvent jouer un rôle essentiel dans l'éducation du public sur les problèmes de santé mentale et sur l'importance de demander de l'aide lorsque cela est nécessaire. En informant les gens sur les ressources disponibles, nous pouvons contribuer à créer un environnement où les individus se sentent soutenus et valorisés. Les médias ont également un rôle important à jouer dans la sensibilisation. En diffusant des histoires de personnes ayant surmonté des problèmes de santé mentale, ils peuvent contribuer à normaliser ces expériences et à encourager d'autres personnes à parler de leurs propres difficultés. Pour répondre à l'augmentation des besoins en santé mentale, il est impératif de renforcer l'accès aux soins psychologiques. Cela peut impliquer le financement accru des services de santé mentale, la formation de professionnels supplémentaires et l'amélioration de la disponibilité des traitements en ligne. Les téléconsultations, qui se sont popularisées pendant la pandémie, peuvent offrir un moyen efficace d'accéder à des soins psychologiques, surtout pour ceux qui ont des difficultés à se déplacer ou à trouver des services à proximité. En outre, il est essentiel de s'assurer que les services de santé mentale soient accessibles à toutes les populations, y compris celles qui sont marginalisées. Cela peut nécessiter la création de programmes spécifiques adaptés aux besoins des différentes communautés. Les programmes de soutien spécifiques aux groupes vulnérables, tels que les jeunes, les professionnels de la santé et les populations marginalisées, doivent être mis en place. Pour les étudiants, des services de conseil en ligne et des groupes de soutien peuvent aider à gérer l'anxiété et le stress liés à la pandémie. Les établissements d'enseignement peuvent également offrir des ressources pour aider les étudiants à naviguer dans leurs études pendant ces périodes difficiles. Pour les professionnels de la santé, des programmes de soutien psychologique et des journées de bien-être peuvent être instaurés pour les aider à faire face à la pression de leur travail. De plus, des initiatives de reconnaissance de leur travail et de valorisation de leur rôle essentiel sont nécessaires pour améliorer leur morale et leur bien-être. Enfin, il est impératif de s'attaquer aux inégalités structurelles qui affectent les populations marginalisées. Les programmes de soutien ciblés peuvent contribuer à atténuer les effets de la pandémie sur ces groupes, en veillant à ce qu'ils disposent des ressources nécessaires pour faire face à leurs défis spécifiques. Pour conclure, l'impact de la pandémie de Covid-19 sur la santé mentale des individus est profond et complexe. Les effets néfastes de l'isolement, de l'incertitude et des inégalités sociales ont exacerbé les problèmes de santé mentale, touchant particulièrement les jeunes, les professionnels de la santé et les populations marginalisées. Toutefois, en mettant en place des mesures de sensibilisation, en renforçant l'accès aux soins et en soutenant les groupes vulnérables, il est possible de minimiser ces impacts et d'œuvrer vers un avenir où la santé mentale est valorisée et soutenue. Il est crucial que chacun d'entre nous prenne conscience de ces enjeux et agisse pour créer une société où le bien-être psychologique est une priorité, afin que la santé mentale devienne une composante essentielle de la santé publique dans les années à venir. Sujet numéro 30. Avant de commencer cet exercice, je vais vous expliquer une méthode simple pour en tirer le meilleur bénéfice. D'abord, je vous conseille de regarder la vidéo une première fois avec les sous-titres activés. Cela va vous aider à mieux comprendre le contenu, en faisant le lien entre ce que vous entendez et les mots écrits. Ensuite, regardez la vidéo une deuxième fois sans les sous-titres, pour vous concentrer uniquement sur l'écoute et renforcer votre compréhension auditive. Enfin, prenez un cahier et écrivez quelques phrases clés que vous avez retenues de l'épisode. Ce sera une bonne façon de consolider ce que vous avez appris tout en pratiquant l'écriture en français. En suivant cette méthode, vous verrez des progrès dans votre compréhension et votre capacité à vous exprimer en français. C'est parti! La technologie ne remplace pas l'enseignant,
mais ils le transforment. Cette citation résume parfaitement le rôle des nouvelles technologies dans le domaine de l'éducation. Dans un monde où le numérique prend une place prépondérante dans notre quotidien, l'apprentissage ne fait pas exception à cette règle. L'intégration des technologies dans l'éducation a révolutionné les méthodes d'enseignement et d'apprentissage, offrant de nouvelles opportunités ainsi que des défis. Alors que certains célèbrent ces avancées comme une solution miracle pour l'éducation, d'autres mettent en garde contre les risques potentiels liés à cette dépendance accrue à la technologie. La problématique qui se pose ici est la suivante. Comment les nouvelles technologies influencent-elles l'apprentissage, et quelles en sont les conséquences pour les élèves, les enseignants et le système éducatif dans son ensemble? Pour répondre à cette question, nous examinerons tout d'abord les avantages des nouvelles technologies dans le processus d'apprentissage, en mettant en lumière leur impact sur la motivation et l'engagement des étudiants. Ensuite, nous aborderons les défis et les risques associés à leur utilisation, notamment en ce qui concerne l'accès à l'éducation, la distraction et la surcharge d'informations. Enfin, nous explorerons les pistes de réflexion et les solutions possibles pour optimiser l'utilisation des technologies dans le domaine éducatif. L'un des principaux atouts des nouvelles technologies est l'accès instantané à une quantité incroyable d'informations. Grâce à Internet, les étudiants peuvent désormais accéder à une multitude de ressources éducatives, qu'il s'agisse de vidéos explicatives, de cours en ligne, de forums de discussion ou de bases de données. Ce phénomène démocratise l'apprentissage en permettant à chacun d'approfondir ses connaissances sur des sujets spécifiques selon ses intérêts et ses besoins. Par exemple, des plateformes comme Khan Academy, Coursera ou edX offrent des cours gratuits ou à faible coût sur une variété de sujets, rendant l'éducation plus accessible. Cette accessibilité à l'information favorise également l'apprentissage autonome. Les étudiants peuvent choisir leur rythme d'apprentissage, ce qui est particulièrement bénéfique pour ceux qui ont besoin de plus de temps pour comprendre certains concepts. En outre, cette flexibilité permet aux élèves de développer leur curiosité et leur sens de l'initiative, deux qualités essentielles dans le monde moderne. Un autre avantage considérable des nouvelles technologies réside dans la possibilité de personnaliser l'apprentissage. Les outils numériques permettent de concevoir des parcours éducatifs adaptés aux besoins et au rythme de chaque élève. Par exemple, les logiciels d'apprentissage adaptatif analysent les performances des étudiants et ajustent le contenu en conséquence, offrant des exercices supplémentaires ou des explications alternatives en fonction des résultats obtenus. Cette approche personnalisée favorise une meilleure compréhension des concepts, car elle prend en compte les difficultés individuelles. De plus, la technologie permet aux enseignants de suivre les progrès de chaque élève plus facilement. Grâce à des plateformes d'évaluation en ligne, les enseignants peuvent recueillir des données sur les performances des étudiants en temps réel et identifier rapidement les domaines dans lesquels un soutien supplémentaire est nécessaire. Cela favorise une intervention rapide et ciblée, ce qui peut améliorer les résultats académiques. Les nouvelles technologies peuvent également augmenter l'engagement et la motivation des étudiants. L'utilisation de jeux sérieux, de simulation et de réalité augmentée dans l'enseignement crée une expérience d'apprentissage immersive et ludique. Ces outils interactifs stimulent l'intérêt des élèves et favorisent une participation active dans leur apprentissage. Par exemple, des applications comme Duolingo rendent l'apprentissage des langues plus ludique et engageant grâce à des jeux et des défis. Les technologies permettent également de favoriser la collaboration entre les étudiants. Les plateformes de travail collaboratif, telles que Google Drive ou Microsoft Teams, encouragent le partage d'idées et le travail d'équipe, des compétences essentielles dans le monde professionnel actuel. Les projets de groupe en ligne favorisent la créativité et l'innovation, tout en développant des compétences sociales importantes. Les nouvelles technologies facilitent également la formation continue et le développement professionnel des enseignants. Grâce à des plateformes en ligne, les éducateurs peuvent accéder à des ressources pédagogiques, participer à des formations et échanger des bonnes pratiques avec leurs pairs du monde entier. Cela contribue à l'amélioration continue des pratiques pédagogiques et permet aux enseignants de s'adapter aux évolutions du système éducatif. Malgré les nombreux avantages des nouvelles technologies, il est crucial de reconnaître les défis qu'elles posent. L'un des problèmes majeurs est l'accès inégal à l'éducation. Si Internet et les outils numériques offrent des opportunités sans précédent, ils peuvent également creuser les inégalités existantes. En effet, tous les élèves n'ont pas un accès équitable aux ressources technologiques. Les familles à faible revenu peuvent avoir des difficultés à fournir à leurs enfants des ordinateurs, des tablettes ou une connexion Internet fiable. Cette fracture numérique risque de laisser de côté les élèves les plus vulnérables, qui n'ont pas les mêmes chances de réussir que leurs pairs. Les gouvernements et les établissements scolaires doivent donc mettre en place des initiatives pour garantir un accès équitable aux technologies et aux ressources éducatives. Par exemple, des programmes de prêt d'équipement ou des subventions pour l'accès à Internet dans les zones défavorisées peuvent contribuer à réduire ces inégalités. Un autre défi majeur lié à l'utilisation des technologies est la distraction. Les appareils numériques, bien qu'ils soient des outils puissants, peuvent également être source de distractions importantes. Les réseaux sociaux,
les jeux en ligne et les notifications constantes peuvent détourner l'attention des élèves de leur apprentissage. Selon une étude de l'Université de Californie, les étudiants qui utilisent leur téléphone portable pendant les cours ont tendance à obtenir des résultats académiques inférieurs. De plus, l'accès à une quantité massive d'informations peut entraîner une surcharge cognitive. Les élèves peuvent se sentir submergés par la multitude de ressources disponibles, rendant plus difficile le choix des informations pertinentes et la synthèse des connaissances acquises. Pour contrer ce phénomène, il est essentiel d'apprendre aux étudiants à naviguer dans l'information de manière critique. Les compétences en littératie numérique doivent être intégrées dans les programmes scolaires afin de préparer les élèves à discerner les sources fiables et à évaluer la pertinence des informations qu'ils rencontrent. La dépendance à la technologie est un autre risque qui mérite d'être pris en considération. Les étudiants peuvent devenir trop dépendants des outils numériques pour résoudre des problèmes ou réaliser des tâches. Cette dépendance peut freiner le développement de compétences essentielles telles que la pensée critique et la créativité. Il est donc important d'encourager un équilibre entre l'utilisation des technologies et les méthodes d'apprentissage traditionnelles. Les éducateurs doivent inciter les élèves à adopter des approches variées pour résoudre des problèmes, en intégrant des activités manuelles, des discussions en classe et des projets collaboratifs. En favorisant un environnement d'apprentissage diversifié, les élèves développeront une gamme de compétences qui leur serviront tout au long de leur vie. Pour tirer pleinement parti des avantages des nouvelles technologies tout en atténuant leurs risques, il est crucial d'établir des stratégies d'intégration réfléchies. Les établissements scolaires doivent adopter une approche équilibrée en intégrant les technologies dans les programmes d'études de manière cohérente et réfléchie. Cela implique une formation continue pour les enseignants, leur permettant de se familiariser avec les outils numériques et de développer des compétences pédagogiques adaptées. Les programmes de formation devraient également inclure des discussions sur l'éthique et la responsabilité numérique. Les élèves doivent être conscients des implications de leur utilisation des technologies et apprendre à les utiliser de manière responsable. Cela inclut la compréhension des droits d'auteur, la protection de la vie privée et la gestion de leur identité numérique. Un modèle d'apprentissage hybride, qui combine l'enseignement traditionnel en présentiel avec des activités en ligne, peut être particulièrement efficace. Ce modèle offre aux élèves une flexibilité précieuse tout en maintenant un contact humain essentiel. Par exemple, les cours en ligne peuvent être utilisés pour enseigner des concepts théoriques, tandis que les sessions en présentiel peuvent être réservées aux discussions, aux projets collaboratifs et aux activités pratiques. L'apprentissage hybride permet également aux élèves d'explorer davantage les sujets qui les intéressent, tout en bénéficiant de l'encadrement et du soutien des enseignants. En intégrant les nouvelles technologies dans un cadre structuré, les établissements scolaires peuvent maximiser les avantages tout en minimisant les risques. Pour réussir à promouvoir l'utilisation des nouvelles technologies dans l'éducation, il est essentiel d'impliquer les parents et la communauté. Les parents jouent un rôle crucial dans le soutien à l'apprentissage de leurs enfants et doivent être informés des outils et des ressources disponibles. Des ateliers ou des séminaires pour les parents peuvent les aider à mieux comprendre comment soutenir l'apprentissage numérique de leurs enfants. De plus, les partenariats entre les écoles et les entreprises locales peuvent offrir des ressources supplémentaires. Par exemple, les entreprises peuvent fournir des équipements, des formations ou des mentorats, renforçant ainsi le lien entre l'éducation et le monde professionnel. En créant un écosystème éducatif collaboratif, nous pouvons favoriser un environnement d'apprentissage enrichissant pour les élèves. En définitive, l'influence des nouvelles technologies sur l'apprentissage est indéniable et multidimensionnelle. Si elles offrent des opportunités sans précédent pour améliorer l'accès à l'information, personnaliser l'apprentissage et renforcer l'engagement des élèves, elles soulèvent également des défis importants, tels que l'accès inégal, la distraction et la dépendance. Pour tirer pleinement parti des avantages des technologies tout en minimisant leurs risques, il est essentiel d'adopter une approche réfléchie et équilibrée. Les établissements scolaires, les enseignants, les parents et la communauté doivent travailler ensemble pour intégrer les technologies de manière efficace dans le processus éducatif. En investissant dans la formation, en favorisant un apprentissage hybride et en impliquant tous les acteurs concernés, nous pouvons créer un environnement d'apprentissage qui prépare les élèves à relever les défis de demain. Ainsi, la technologie deviendra un véritable allié dans la quête d'une éducation de qualité pour tous. Sujet numéro 31. Avant de commencer cet exercice, je vais vous expliquer une méthode simple pour en tirer le meilleur bénéfice. D'abord, je vous conseille de regarder la vidéo une première fois avec les sous-titres activés. Cela va vous aider à mieux comprendre le contenu, en faisant le lien entre ce que vous entendez et les mots écrits. Ensuite, regardez la vidéo une deuxième fois sans les sous-titres, pour vous concentrer uniquement sur l'écoute et renforcer votre compréhension auditive. Enfin, prenez un cahier et écrivez quelques phrases clés que vous avez retenues de l'épisode. Ce sera une bonne façon de consolider ce que vous avez appris tout en pratiquant l'écriture en français. En suivant cette méthode, vous verrez des progrès dans votre compréhension et votre capacité à vous exprimer en français. C'est parti!
À l'aube du XXIe siècle, notre planète se trouve à un carrefour critique. Les signes du changement climatique sont partout, des températures qui grimpent, des océans qui montent, des écosystèmes qui s'effondrent. Selon le dernier rapport du GIEC, nous avons déjà dépassé 1,1 degré Celsius de réchauffement par rapport à l'ère pré-industrielle, avec des conséquences désastreuses pour notre environnement et notre société. Cette crise environnementale est non seulement un défi scientifique, mais également un défi moral et éthique, posant la question cruciale de nos responsabilités en tant que gouvernement et citoyens. Comment pouvons-nous agir de manière efficace et collective pour garantir un avenir durable pour les générations futures? La réalité est que la survie de notre planète dépend d'une action concertée. En somme, les enjeux écologiques exigent une action concertée, où les gouvernements et les citoyens jouent un rôle complémentaire et incontournable. Dans cet épisode, nous examinerons d'abord les responsabilités des gouvernements en matière d'écologie et de développement durable, puis nous aborderons les obligations des citoyens, avant de conclure sur la nécessité d'un effort collectif et d'un changement de mentalité pour relever ce défi sans précédent. Les gouvernements ont la responsabilité première d'établir des politiques publiques qui favorisent le développement durable. Cela passe par la création de lois et de réglementations visant à réduire les émissions de gaz à effet de serre, à protéger les ressources naturelles et à promouvoir les énergies renouvelables. Par exemple, des accords internationaux tels que l'accord de Paris obligent les pays à se fixer des objectifs de réduction des émissions de carbone, démontrant l'importance d'une action concertée à l'échelle mondiale. Les gouvernements doivent également s'engager à développer les infrastructures nécessaires pour la production d'énergie renouvelable. Cela inclut non seulement l'énergie solaire et éolienne, mais aussi l'hydroélectricité, la géothermie et la biomasse. Les investissements dans ces technologies sont cruciaux pour réduire notre dépendance aux combustibles fossiles, responsables de l'augmentation des émissions de CO2. Il est impératif que les gouvernements mettent en place des régulations strictes pour les industries polluantes. Cela pourrait inclure l'imposition de taxes sur les émissions de carbone, des restrictions sur les types de déchets produits, ou des incitations à utiliser des technologies plus propres. Ces mesures permettent non seulement de réduire les impacts environnementaux, mais également de stimuler l'innovation en incitant les entreprises à adopter des pratiques plus durables. Une autre responsabilité essentielle des gouvernements est d'éduquer et de sensibiliser le public aux enjeux environnementaux. Des campagnes d'information doivent être mises en place pour informer les citoyens des conséquences de leurs choix, qu'il s'agisse de leur consommation énergétique, de leur gestion des déchets ou de leurs habitudes alimentaires. L'éducation doit être intégrée dans les programmes scolaires dès le plus jeune âge, afin que les enfants grandissent en étant conscients des enjeux écologiques. Les programmes éducatifs sur le développement durable peuvent inclure des activités pratiques telles que le jardinage, le recyclage et la consommation responsable. En engageant les enfants dans des activités concrètes, on leur enseigne non seulement des faits, mais aussi des compétences qu'ils pourront appliquer tout au long de leur vie. Les gouvernements devraient également mettre en œuvre des campagnes de sensibilisation à destination des adultes, en utilisant des médias variés pour atteindre un large public. Cela peut inclure des publicités à la télévision, des affichages dans les transports publics et des articles dans les journaux pour promouvoir les comportements écologiques. Les problèmes environnementaux transcendent les frontières, ce qui signifie que les gouvernements doivent également coopérer au niveau international. Des initiatives telles que les conférences des parties, COP, sont cruciales pour établir des accords globaux qui engagent les pays à agir ensemble. La crise climatique ne peut être résolue que par une approche collaborative, où les pays développés aident les pays en développement à adopter des technologies durables et à mettre en place des infrastructures écologiques. Les partenariats globaux peuvent inclure des projets de recherche collaborative, des échanges de technologies et des aides financières pour soutenir les initiatives de durabilité dans les pays moins développés. Des organisations internationales, telles que l'ONU, jouent un rôle clé en facilitant ces collaborations. Il est également essentiel que les gouvernements respectent leurs engagements internationaux. Les promesses faites lors de sommets mondiaux doivent être suivies d'actions concrètes. Cela nécessite une volonté politique forte et un engagement à long terme, ainsi qu'une transparence dans les actions entreprises et les résultats obtenus. Des mécanismes de suivi et d'évaluation doivent être mis en place pour garantir que les engagements sont tenus. Alors que les gouvernements ont un rôle clé à jouer, les citoyens ne doivent pas sous-estimer leurs propres responsabilités. Chaque individu a le pouvoir d'influencer le changement en adoptant des comportements plus durables. Cela peut commencer par des actions simples, comme réduire sa consommation d'eau, trier ses déchets ou privilégier les transports en commun plutôt que la voiture individuelle. Des gestes quotidiens peuvent avoir un impact significatif sur l'environnement. Par exemple, privilégier les aliments de saison et locaux, réduire la consommation de viande et opter pour des produits sans emballage sont des choix qui peuvent réduire notre empreinte carbone. En faisant ces choix, chaque citoyen participe à un mouvement collectif vers un mode de vie plus durable. Les citoyens peuvent également s'engager dans leur communauté pour sensibiliser d'autres personnes aux enjeux écologiques.
Participer à des nettoyages de plages, des projets de reforestation ou des campagnes de sensibilisation sur le recyclage sont des exemples d'initiatives qui permettent de faire la différence au niveau local. Un autre aspect de la responsabilité citoyenne réside dans la consommation. Les choix que nous faisons en tant que consommateurs ont un impact direct sur l'environnement. En privilégiant les produits locaux, biologiques et durables, les citoyens peuvent réduire leur empreinte écologique. Cela signifie également être conscient des marques que l'on soutient. Opter pour des entreprises qui adoptent des pratiques éthiques et durables contribue à promouvoir un modèle économique plus respectueux de l'environnement. Les citoyens peuvent jouer un rôle clé en soutenant les entreprises qui adoptent des pratiques durables. Cela inclut le choix de produits fabriqués à partir de matériaux recyclés ou provenant de sources responsables. Les achats peuvent également être orientés vers des marques qui se consacrent à la réduction de leur empreinte carbone. La sensibilisation à la consommation responsable peut également passer par des discussions en famille ou entre amis. En partageant des informations sur les produits que nous utilisons et leurs impacts environnementaux, nous pouvons inciter les autres à faire des choix plus éclairés. Les citoyens ont également la responsabilité de faire entendre leur voix en matière de politique environnementale. Cela peut prendre la forme de pétitions, de manifestations ou de campagnes de sensibilisation. En s'organisant pour plaider en faveur de lois et de réglementations plus strictes, les citoyens peuvent faire pression sur les gouvernements pour qu'ils prennent des mesures plus audacieuses contre le changement climatique. Les mouvements sociaux ont souvent été à l'origine de changements significatifs. Des campagnes comme celle pour le droit de vote des femmes ou le mouvement des droits civiques montrent que la mobilisation citoyenne peut avoir un impact considérable. Dans le domaine de l'écologie, des mouvements comme les marches pour le climat ont rassemblé des millions de personnes à travers le monde, en soulignant l'urgence de la situation climatique. Avec l'avènement des réseaux sociaux, l'activisme a pris de nouvelles formes. Des plateformes comme Twitter et Instagram permettent aux citoyens de partager leurs opinions, d'organiser des campagnes et de mobiliser d'autres personnes. Cela crée un espace où les voix individuelles peuvent se regrouper pour former un puissant mouvement collectif. Pour relever efficacement les défis écologiques, une approche collaborative est essentielle. Les gouvernements doivent encourager la participation citoyenne dans l'élaboration des politiques environnementales. Cela signifie consulter les citoyens, les organisations de la société civile et les entreprises lors de la création de nouvelles lois ou programmes. Des forums publics peuvent être mis en place pour permettre aux citoyens d'exprimer leurs préoccupations et de proposer des idées. Ces espaces de dialogue sont essentiels pour construire des politiques qui répondent réellement aux besoins des populations. De plus, l'inclusion de la diversité dans le processus de prise de décision garantit que toutes les voix sont entendues, en particulier celles des communautés marginalisées qui sont souvent les plus touchées par les problèmes environnementaux. La collaboration entre gouvernements et citoyens doit également se traduire par une responsabilité partagée. Les citoyens doivent être impliqués dans l'évaluation des politiques et des projets mis en place. Des mécanismes de rétroaction doivent être instaurés pour permettre aux citoyens de signaler ce qui fonctionne et ce qui ne fonctionne pas, afin d'ajuster les actions en conséquence. La collaboration peut également se traduire par des partenariats entre les gouvernements, les citoyens et le secteur privé pour promouvoir l'innovation. La recherche et le développement de technologies durables doivent être encouragés par des financements publics et privés. Les citoyens peuvent également jouer un rôle en soutenant des start-up et des initiatives locales qui visent à résoudre des problèmes écologiques. Les gouvernements peuvent offrir des subventions et des incitations fiscales pour les entreprises qui développent des technologies durables. Cela permet de stimuler l'innovation tout en créant des emplois verts. De plus, la création de laboratoires d'innovation ouverts où les citoyens peuvent tester et développer des idées peut encourager l'implication communautaire. Les partenariats entre universités, gouvernements et entreprises privées peuvent également favoriser l'innovation. En collaborant sur des projets de recherche qui visent à résoudre des problèmes environnementaux, ces entités peuvent développer des solutions efficaces et durables. Enfin, pour qu'un véritable changement s'opère, il est impératif de modifier notre culture et nos comportements vis-à-vis de l'environnement. Les gouvernements doivent promouvoir des normes sociales qui valorisent la durabilité. Cela peut passer par des campagnes de communication qui mettent en avant les avantages d'un mode de vie durable. L'éducation à la durabilité doit être intégrée dans tous les niveaux de l'éducation, allant de l'école primaire à l'université. Les programmes éducatifs doivent aborder non seulement les enjeux écologiques, mais aussi les aspects économiques et sociaux du développement durable. Cela inclut la sensibilisation aux droits de l'homme et à la justice sociale, qui sont intrinsèquement liés à la durabilité. La promotion de la culture du partage peut également jouer un rôle dans la transformation des comportements. Des initiatives comme les bibliothèques d'outils, les jardins communautaires et les systèmes d'échange de biens encouragent les gens à partager des ressources, réduisant ainsi leur consommation individuelle et renforçant les liens communautaires. En conclusion, les enjeux écologiques et le développement durable ne peuvent être abordés sans une collaboration étroite entre les gouvernements et les citoyens. Chacun a son rôle à jouer,
les gouvernements doivent établir des politiques efficaces et éduquer le public, tandis que les citoyens doivent s'engager activement dans leur communauté et adopter des pratiques durables. Pour faire face à la crise environnementale, il est essentiel de reconnaître que notre avenir dépend de notre capacité à travailler ensemble. Cela nécessite un changement de mentalité, une volonté politique forte et un engagement collectif envers un avenir durable. Si nous agissons de manière concertée, il est encore possible de préserver notre planète pour les générations futures et de construire une société plus juste et équitable. Cette réflexion sur les responsabilités des gouvernements et des citoyens dans la lutte pour l'écologie et le développement durable nous appelle à repenser nos comportements et à reconnaître que chaque action compte. En tant que citoyens, nous devons nous lever et revendiquer notre droit à un environnement sain et durable. En tant que gouvernement, il est impératif de ne pas seulement écouter, mais d'agir de manière significative et responsable. Finalement, la responsabilité est partagée, il est temps d'agir. Nous avons le pouvoir de façonner notre avenir. En unissant nos forces, en partageant nos connaissances et en adoptant des comportements durables, nous pouvons transformer notre société et garantir que notre planète demeure un endroit où il fait bon vivre pour les générations à venir. Le chemin vers un avenir durable est long, mais chaque pas compte. L'avenir de la Terre est entre nos mains. Sujet numéro 32. Avant de commencer cet exercice, je vais vous expliquer une méthode simple pour en tirer le meilleur bénéfice. D'abord, je vous conseille de regarder la vidéo une première fois avec les sous-titres activés. Cela va vous aider à mieux comprendre le contenu, en faisant le lien entre ce que vous entendez et les mots écrits. Ensuite, regardez la vidéo une deuxième fois sans les sous-titres, pour vous concentrer uniquement sur l'écoute et renforcer votre compréhension auditive. Enfin, prenez un cahier et écrivez quelques phrases clés que vous avez retenues de l'épisode. Ce sera une bonne façon de consolider ce que vous avez appris tout en pratiquant l'écriture en français. En suivant cette méthode, vous verrez des progrès dans votre compréhension et votre capacité à vous exprimer en français. C'est parti! Dans un monde de plus en plus connecté, les réseaux sociaux occupent une place prépondérante dans notre quotidien. À peine une poignée de mots tapés sur un écran et voilà que l'on peut communiquer instantanément avec des amis, des familles ou même des inconnus aux quatre coins du globe. Ces plateformes, qui ont connu un essor fulgurant au cours de la dernière décennie, sont devenues des outils incontournables dans notre manière de communiquer, d'échanger des idées et de s'informer. Mais derrière cette illusion de connexion et de proximité, se cache un ensemble de dynamiques sociales, psychologiques et même économiques qui méritent d'être examinées de manière approfondie. La question se pose donc, les réseaux sociaux, tout en offrant des possibilités de communication et de partage sans précédent, ne sont-ils pas également à l'origine de nouveaux défis et de dangers pour les individus et la société dans son ensemble? Dans cet épisode, nous allons d'abord explorer les avantages indéniables que ces plateformes nous offrent, avant de nous pencher sur les inconvénients qui en découlent, afin d'évaluer le véritable impact des réseaux sociaux sur notre vie moderne. L'un des principaux avantages des réseaux sociaux est sans conteste la capacité de connecter des individus. Grâce à des plateformes telles que Facebook, Twitter, Instagram ou LinkedIn, les utilisateurs peuvent communiquer et interagir avec des personnes qui, autrement, ne seraient peut-être jamais entrées en contact. Cette connectivité transcende les barrières géographiques et culturelles, permettant aux gens de maintenir des relations, même à distance. Prenons l'exemple des expatriés. Pour eux, les réseaux sociaux sont souvent la seule manière de rester en contact avec leur pays d'origine, de partager des expériences et de conserver un lien culturel. Ces plateformes offrent un espace pour partager des nouvelles, des photos et des vidéos, permettant ainsi aux amis et à la famille de suivre la vie de chacun malgré la distance. Il n'est pas rare de voir des groupes d'amis se former autour d'un intérêt commun ou d'un passé partagé, ce qui contribue à renforcer les liens sociaux. Les réseaux sociaux jouent également un rôle essentiel dans la diffusion de l'information. Dans un monde où les nouvelles se propagent à une vitesse fulgurante, ces plateformes permettent un partage rapide et efficace des nouvelles, des idées et des opinions. Des mouvements sociaux tels que #MeToo ou Black Lives Matter ont gagné en visibilité grâce aux réseaux sociaux, permettant à des millions de personnes de s'engager dans des discussions sur des enjeux importants. Ces plateformes agissent ainsi comme des catalyseurs pour le changement social, offrant aux individus une voix qu'ils n'auraient peut-être pas eue autrement. De plus, des campagnes de sensibilisation sur des problématiques telles que le changement climatique, la santé mentale ou les droits de l'homme ont prospéré sur ces réseaux, entraînant des actions concrètes et des changements de politique. Dans un monde du travail en constante évolution, les réseaux sociaux offrent de nouvelles opportunités professionnelles. LinkedIn, par exemple, permet aux professionnels de se connecter, de partager leurs expériences et de trouver des opportunités d'emploi. Les entreprises utilisent également les réseaux sociaux pour recruter des talents, ce qui peut bénéficier aux candidats qui se démarquent en ligne. Cela signifie que les réseaux sociaux ne servent pas uniquement à des fins personnelles, mais peuvent également être des outils puissants pour le développement professionnel. En effet, un profil bien construit sur LinkedIn peut attirer l'attention des recruteurs, ouvrant la voie à des possibilités que l'on n'aurait peut-être pas rencontrées autrement.
Les plateformes permettent également de suivre des leaders d'opinion et des experts dans son domaine, favorisant ainsi l'apprentissage continu. Les réseaux sociaux facilitent la formation de communautés autour d'intérêts communs. Que ce soit pour des hobbies, des luttes politiques ou même des conditions médicales, les gens peuvent se rassembler pour échanger des expériences, se soutenir mutuellement et se mobiliser. Ces communautés peuvent offrir un espace de soutien qui serait difficile à trouver dans le monde physique, renforçant le sentiment d'appartenance et de solidarité. Par exemple, les groupes Facebook dédiés à des maladies chroniques ou à des passions communes permettent aux individus de partager leurs expériences et de se conseiller mutuellement. Ces communautés peuvent aussi jouer un rôle crucial dans le soutien psychologique, où les membres peuvent s'entraider et se motiver à surmonter leurs difficultés. Malgré les avantages, les réseaux sociaux peuvent également engendrer une forme de dépendance. Les utilisateurs passent souvent des heures à faire défiler leur fil d'actualité, à liker des publications ou à commenter des photos. Cette surconsommation peut conduire à un isolement social, où les interactions en ligne remplacent les rencontres en face à face. Les jeunes, en particulier, sont souvent ciblés par cette dépendance. Des études ont montré que l'utilisation excessive des réseaux sociaux peut affecter la santé mentale, entraînant des sentiments d'anxiété et de dépression. Alors que les réseaux sociaux sont conçus pour rapprocher les gens, ils peuvent paradoxalement créer un sentiment de solitude chez certains utilisateurs. Au lieu d'engager des conversations profondes et significatives, les interactions en ligne deviennent superficielles, alimentant un cycle d'isolement. Le phénomène du cyberharcèlement est une préoccupation majeure liée aux réseaux sociaux. L'anonymat offert par ces plateformes permet à des individus de harceler, intimider ou discriminer d'autres utilisateurs sans crainte de répercussions. Ce type de comportement peut avoir des conséquences dévastatrices sur la santé mentale des victimes, contribuant à des problèmes tels que l'anxiété, la dépression et même le suicide. Les jeunes sont particulièrement vulnérables à ces formes de harcèlement. Le harcèlement en ligne peut prendre de nombreuses formes, allant des commentaires désobligeants aux menaces explicites, créant un environnement toxique qui nuit à la qualité de vie. Les réseaux sociaux, censés être des espaces de convivialité, peuvent ainsi devenir des lieux de souffrance, où les victimes se sentent piégées sans échappatoire. Les réseaux sociaux sont également un terrain fertile pour la désinformation. La rapidité avec laquelle les informations circulent en ligne rend difficile la vérification des faits. Les fausses nouvelles peuvent se répandre comme une traînée de poudre, influençant l'opinion publique et exacerbant des tensions sociales. Ce phénomène a été particulièrement visible lors d'événements mondiaux comme les élections ou les crises sanitaires, où des informations erronées peuvent avoir des conséquences graves. Par exemple, durant la pandémie de Covid-19, des informations fausses sur les traitements et les vaccins ont circulé, entraînant des comportements à risque et une méfiance envers les autorités de santé. La désinformation sur les réseaux sociaux pose donc un véritable défi pour les sociétés modernes, qui doivent trouver des moyens de garantir que les utilisateurs soient bien informés. Enfin, la question de la vie privée est un autre inconvénient majeur des réseaux sociaux. Les utilisateurs partagent souvent des informations personnelles sans réfléchir aux implications. Cela peut conduire à des violations de la vie privée et à des abus d'informations, que ce soit par des entreprises cherchant à collecter des données ou par des individus mal intentionnés. Les fuites de données et les piratages sont des réalités qui rappellent à chacun l'importance de protéger ses informations personnelles. Des incidents récents, comme le scandale Cambridge Analytica, ont mis en lumière comment les données des utilisateurs peuvent être exploitées pour manipuler les opinions politiques. Cela souligne la nécessité d'une vigilance accrue en matière de confidentialité sur les réseaux sociaux, ainsi que d'une éducation sur les bonnes pratiques à adopter. Pour naviguer dans ce paysage complexe, il est crucial de prendre conscience des risques associés aux réseaux sociaux. Les utilisateurs doivent être informés des dangers potentiels, tels que la désinformation, le cyberharcèlement et les atteintes à la vie privée. L'éducation numérique doit devenir une priorité, tant à l'école qu'à la maison, afin de préparer les jeunes à utiliser ces outils de manière responsable. Cela peut inclure des discussions sur la manière de vérifier les sources d'informations, de reconnaître les signes de cyberharcèlement et de protéger ses données personnelles. En sensibilisant les utilisateurs, nous pouvons contribuer à créer un environnement en ligne plus sûr et plus respectueux. L'un des moyens les plus efficaces de contrer les effets négatifs des réseaux sociaux est de promouvoir un usage équilibré. Cela signifie encourager les utilisateurs à prendre du recul et à réfléchir à la manière dont ils utilisent ces plateformes. Les pauses régulières des réseaux sociaux, la limitation du temps passé en ligne et la recherche d'interactions en personne sont autant de stratégies qui peuvent aider à atténuer la dépendance et l'isolement. De plus, les utilisateurs devraient être incités à privilégier les interactions authentiques. En participant à des conversations significatives, que ce soit en ligne ou hors ligne, les individus peuvent renforcer leurs liens sociaux et réduire le sentiment de solitude. Les réseaux sociaux devraient également promouvoir une diversité des contenus et des voix. En exposant les utilisateurs à des perspectives variées, on peut réduire le risque de désinformation et de polarisation.
Les algorithmes qui régissent les fils d'actualité doivent être ajustés pour favoriser un contenu de qualité et encourager des discussions constructives. Les entreprises de médias sociaux ont un rôle crucial à jouer dans ce processus. En modérant activement le contenu et en garantissant que les informations partagées sont vérifiées, elles peuvent contribuer à un environnement en ligne plus sain. De plus, les utilisateurs doivent être encouragés à partager des informations provenant de sources fiables et à signaler le contenu problématique. Enfin, il est essentiel de responsabiliser à la fois les utilisateurs et les entreprises. Les utilisateurs doivent être conscients de l'impact de leurs actions en ligne et adopter un comportement respectueux et empathique. Les entreprises, quant à elles, doivent s'engager à protéger les données des utilisateurs, à lutter contre le cyberharcèlement et à promouvoir un environnement positif sur leur plateforme. Cela pourrait inclure la mise en place de politiques claires contre le harcèlement et la désinformation, ainsi que des outils pour aider les utilisateurs à gérer leurs paramètres de confidentialité. En agissant de manière proactive, nous pouvons créer un espace en ligne où chacun se sent en sécurité et respecté. En somme, les réseaux sociaux, tout en offrant une multitude d'avantages en termes de connectivité, de partage d'informations et d'opportunités professionnelles, ne sont pas exemptes de conséquences néfastes. La dépendance, le cyberharcèlement, la désinformation et les violations de la vie privée sont autant de problématiques qui méritent une attention particulière. Alors que nous naviguons dans cette ère numérique, il est crucial de développer une approche critique et réfléchie à l'égard de ces plateformes. Il incombe à chaque utilisateur de tirer le meilleur parti des réseaux sociaux tout en restant conscient des risques associés. En fin de compte, en adoptant une utilisation responsable et équilibrée, nous pouvons transformer ces outils puissants en vecteurs de positivité, de solidarité et de changement social. Les réseaux sociaux peuvent ainsi devenir des espaces propices à l'épanouissement personnel et collectif, à condition que nous restions vigilants et responsables dans notre utilisation quotidienne. Cette réflexion sur les avantages et les inconvénients des réseaux sociaux nous invite donc à repenser notre rapport à ces outils. À l'ère de l'information et de la communication instantanée, il est de notre devoir de façonner un environnement en ligne qui favorise non seulement notre développement personnel, mais également notre bien-être collectif. Sujet numéro 33. Avant de commencer cet exercice, je vais vous expliquer une méthode simple pour en tirer le meilleur bénéfice. D'abord, je vous conseille de regarder la vidéo une première fois avec les sous-titres activés. Cela va vous aider à mieux comprendre le contenu, en faisant le lien entre ce que vous entendez et les mots écrits. Ensuite, regardez la vidéo une deuxième fois sans les sous-titres, pour vous concentrer uniquement sur l'écoute et renforcer votre compréhension auditive. Enfin, prenez un cahier et écrivez quelques phrases clés que vous avez retenues de l'épisode. Ce sera une bonne façon de consolider ce que vous avez appris tout en pratiquant l'écriture en français. En suivant cette méthode, vous verrez des progrès dans votre compréhension et votre capacité à vous exprimer en français. C'est parti! Imaginez un monde où chaque information que vous recevez est suspecte, où la vérité et le mensonge se mélangent si étroitement qu'il devient presque impossible de faire la différence. Ce monde, bien que dystopique, est devenu notre réalité quotidienne. La désinformation et les fake news, largement propulsées par les médias sociaux, ne représentent pas seulement un défi pour les individus, mais également pour les institutions démocratiques et la cohésion sociale. Comment expliquer ce phénomène en constante expansion? Quels sont les impacts de cette vague de fausses informations sur notre société? Et surtout, quelles solutions peuvent être mises en œuvre pour contrer cette menace? Pour répondre à ces questions, nous aborderons dans un premier temps les causes et mécanismes de la désinformation et des fake news. Ensuite, nous examinerons leurs conséquences sur la société, la politique et l'économie. Enfin, nous discuterons des stratégies et solutions qui peuvent être adoptées pour lutter contre ce fléau. Pour comprendre la problématique des fake news et de la désinformation, il est crucial d'analyser leurs causes et les mécanismes qui les sous-tendent. L'un des principaux facteurs de la propagation des fake news est l'essor des technologies numériques. Avec l'avènement d'Internet et des réseaux sociaux, la diffusion de l'information est devenue instantanée et accessible à tous. Tout le monde peut désormais partager des contenus, indépendamment de leur véracité. Cette démocratisation de l'information, bien qu'elle ait ses avantages, a également conduit à une dilution de la responsabilité. Sur des plateformes comme Facebook, Twitter ou Instagram, des informations non vérifiées peuvent circuler à une vitesse incroyable. Des études montrent que les fausses nouvelles se propagent 6 fois plus vite que les vraies. Cela est dû en partie au fait que les contenus sensationnels, choquants ou émotionnellement chargés attirent davantage l'attention des utilisateurs. Un autre aspect à considérer est la diversité des motivations derrière la désinformation. Certaines fake news sont créées dans un but lucratif. Des individus ou des groupes peuvent générer des revenus en attirant des clics sur des articles mensongers, exploitant ainsi la curiosité ou l'indignation des lecteurs.
D'autres fake news, en revanche, sont propagées à des fins politiques. Dans le cadre d'élections ou de conflits, des acteurs malveillants peuvent utiliser la désinformation pour influencer l'opinion publique, discréditer des adversaires ou manipuler les résultats. Cela soulève des questions éthiques et morales quant à l'utilisation de l'information comme arme. Enfin, il est essentiel de reconnaître la vulnérabilité des consommateurs d'informations. Beaucoup d'individus ne sont pas formés à l'évaluation critique des sources d'informations. La rapidité avec laquelle les informations circulent peut inciter à une consommation passive, où les gens acceptent ce qu'ils lisent sans prendre le temps de vérifier. De plus, les bulles de filtre, créées par des algorithmes de recommandation sur les réseaux sociaux, enferment les utilisateurs dans des échos de leurs propres croyances. Cela renforce leurs préjugés et les rend moins susceptibles de remettre en question ce qu'ils voient. Les impacts de la désinformation et des fake news sont nombreux et affectent divers aspects de notre vie quotidienne, de la politique à l'économie en passant par la santé publique. L'une des conséquences les plus préoccupantes de la désinformation est la dégradation de la confiance dans les institutions. Lorsque les gens sont confrontés à des informations contradictoires ou à des mensonges flagrants, ils deviennent cyniques et sceptiques envers les médias, le gouvernement et même les scientifiques. Cette perte de confiance peut avoir des effets dévastateurs. Par exemple, en période de crise, comme une pandémie, la désinformation peut entraîner une défiance envers les recommandations des experts en santé publique, compromettant ainsi les efforts de contrôle des maladies. La désinformation contribue également à la polarisation politique. En diffusant des informations biaisées ou mensongères, on renforce les divisions au sein de la société. Les groupes opposés deviennent de plus en plus hostiles les uns envers les autres, ce qui complique le dialogue et la recherche de solutions communes. Cette polarisation peut se traduire par des tensions sociales accrues et, dans certains cas, par des violences. Les événements récents, comme les manifestations et les émeutes, montrent à quel point la désinformation peut exacerber des conflits déjà existants. La désinformation n'affecte pas seulement la sphère sociale et politique, mais a également des impacts économiques significatifs. Les entreprises peuvent subir des pertes financières dues à la diffusion de rumeurs ou de fausses informations sur leurs produits. Cela peut nuire à leur réputation et entraîner une baisse des ventes. De plus, la désinformation peut perturber les marchés financiers. Des informations erronées peuvent provoquer des fluctuations des actions, entraînant des pertes pour les investisseurs et une instabilité économique générale. Face à ces défis, il est crucial d'adopter des stratégies efficaces pour lutter contre la désinformation et les fake news. Ces solutions doivent impliquer les individus, les plateformes numériques et les institutions. La première étape pour combattre la désinformation consiste à éduquer et sensibiliser les citoyens. Il est essentiel d'inclure des programmes d'éducation aux médias dans les écoles, afin de former les jeunes à l'évaluation critique des sources d'information. Ces programmes doivent encourager la curiosité et le scepticisme constructif, permettant aux élèves d'apprendre à vérifier les faits et à croiser les informations. Des initiatives de sensibilisation, comme des campagnes sur les réseaux sociaux, peuvent également aider à informer le grand public sur les dangers de la désinformation et à promouvoir des comportements responsables en matière de consommation d'informations. Les plateformes numériques jouent un rôle central dans la diffusion de l'information. Il est de leur responsabilité de mettre en place des mécanismes pour limiter la propagation des fake news. Cela peut inclure la vérification des faits, l'alerte sur les contenus suspectés de désinformation, ou encore la réduction de la visibilité des articles mensongers. Des partenariats avec des organisations de vérification des faits peuvent également être bénéfiques. En intégrant ces outils dans leur fonctionnement, les plateformes peuvent contribuer à créer un environnement d'information plus sain. Enfin, une régulation législative est nécessaire pour encadrer la diffusion de la désinformation. Les gouvernements doivent adopter des lois visant à sanctionner ceux qui diffusent sciemment de fausses informations, en particulier dans le contexte des élections ou de crises sanitaires. Cela doit être fait avec prudence, afin de ne pas nuire à la liberté d'expression. Des lignes directrices claires doivent être établies pour distinguer la désinformation malveillante des opinions divergentes. En définitive, la désinformation et les fake news constituent un défi complexe et pernicieux qui menace les fondements mêmes de notre société. Ce phénomène, alimenté par les technologies numériques, l'attrait du sensationnalisme et la manipulation intentionnelle, a des répercussions profondes sur notre confiance mutuelle, notre capacité à dialoguer et la stabilité de nos institutions. Cependant, il est possible d'inverser la tendance. En renforçant l'éducation aux médias, en exigeant davantage de transparence et de responsabilité de la part des plateformes numériques, et en développant des cadres législatifs adaptés, nous pouvons espérer endiguer la vague de désinformation qui nous submerge. Plus qu'un simple enjeu d'information, c'est un défi citoyen qui nous concerne tous. Il est de notre devoir, à chacun d'entre nous, de promouvoir une culture de la vérification des faits, de la pensée critique et du respect de la vérité. Engageons-nous à vérifier les informations avant de les partager, à éduquer les plus jeunes,
et à exiger des médias et des autorités un traitement éthique et rigoureux de l'information. Je vous invite à réfléchir à votre propre consommation d'informations, à devenir des acteurs éclairés de ce combat, et à faire preuve de vigilance et de discernement. Ensemble, nous pouvons construire une société mieux informée, où la vérité et l'intégrité triomphent sur la manipulation et le mensonge. C'est un défi à relever ensemble, pour protéger notre démocratie, nos valeurs, et la qualité de notre vivre ensemble. Merci de votre attention, et n'oubliez pas, la lutte contre la désinformation commence par chacun de nous. Sujet numéro 34. Avant de commencer cet exercice, je vais vous expliquer une méthode simple pour en tirer le meilleur bénéfice. D'abord, je vous conseille de regarder la vidéo une première fois avec les sous-titres activés. Cela va vous aider à mieux comprendre le contenu, en faisant le lien entre ce que vous entendez et les mots écrits. Ensuite, regardez la vidéo une deuxième fois sans les sous-titres, pour vous concentrer uniquement sur l'écoute et renforcer votre compréhension auditive. Enfin, prenez un cahier et écrivez quelques phrases clés que vous avez retenues de l'épisode. Ce sera une bonne façon de consolider ce que vous avez appris tout en pratiquant l'écriture en français. En suivant cette méthode, vous verrez des progrès dans votre compréhension et votre capacité à vous exprimer en français. C'est parti! La santé mentale n'est pas une destination, mais un processus. C'est à propos de la façon dont vous conduisez, pas de l'endroit où vous allez. Cette citation de Noam Chomsky met en lumière la nature dynamique du bien-être psychologique. Dans un monde moderne en constante évolution, où le stress et les exigences de la vie quotidienne semblent parfois écraser notre équilibre intérieur, la promotion du bien-être psychologique est devenue une nécessité incontournable. La santé mentale, souvent négligée, mérite une attention égale à celle de la santé physique, car elle influence non seulement notre qualité de vie personnelle, mais aussi notre efficacité professionnelle et nos relations sociales. La problématique qui se pose ici est la suivante. Comment pouvons-nous promouvoir le bien-être psychologique dans nos vies, nos communautés et nos sociétés? Pour y répondre, nous examinerons d'abord les différentes dimensions du bien-être psychologique et leurs facteurs influents. Ensuite, nous discuterons des moyens pratiques et accessibles pour promouvoir ce bien-être, en mettant l'accent sur des initiatives individuelles, communautaires et institutionnelles. Enfin, nous analyserons l'importance de l'éducation et de la sensibilisation à la santé mentale comme levier pour un changement durable. Comprendre le bien-être psychologique implique de considérer un concept large qui englobe plusieurs dimensions. Il ne se limite pas à l'absence de troubles mentaux, mais inclut également la capacité à faire face au stress de la vie, à établir des relations positives, à travailler de manière productive et à contribuer à la communauté. Selon l'Organisation mondiale de la santé, OMS, la santé mentale est un état de bien-être dans lequel un individu réalise ses capacités, peut faire face au stress normal de la vie, peut travailler de manière productive et peut contribuer à sa communauté. Le bien-être psychologique est influencé par une multitude de facteurs. Parmi ceux-ci, on trouve les facteurs individuels tels que la génétique, la personnalité et les expériences de vie, qui jouent un rôle significatif dans la santé mentale. Des traits de personnalité comme la résilience et l'optimisme sont souvent associés à un meilleur bien-être. Les relations sociales sont également cruciales. La qualité et la profondeur de nos interactions interpersonnelles influencent notre bien-être psychologique. Un soutien social solide est un facteur protecteur important contre le stress et la dépression. En outre, l'environnement dans lequel nous vivons joue un rôle essentiel. Les conditions de vie, le cadre de travail et l'accès aux soins de santé mentale peuvent affecter notre bien-être. Les environnements sains, sécurisés et stimulants favorisent une meilleure santé mentale. Les facteurs socio-économiques, tels que le statut économique, l'éducation et l'accès aux ressources, influencent également le bien-être psychologique. Les inégalités sociales peuvent générer du stress et de l'anxiété, affectant ainsi notre santé mentale. La promotion du bien-être psychologique commence par des efforts individuels. Chacun peut prendre des mesures pour améliorer sa santé mentale. La pratique de la pleine conscience, ou mindfulness, consiste à être présent à l'instant, en observant ses pensées et ses émotions sans jugement. Des études montrent que la méditation de pleine conscience peut réduire le stress, l'anxiété et la dépression. Consacrer quelques minutes chaque jour à des exercices de respiration ou de méditation peut avoir un impact positif sur la santé mentale. L'exercice physique est un autre puissant antidépresseur naturel. Il libère des endorphines, les hormones du bonheur, qui améliorent l'humeur et réduisent le stress. Trouver une activité physique que l'on apprécie, qu'il s'agisse de la course, de la danse ou du yoga, est essentiel pour intégrer l'exercice dans sa routine quotidienne. Une alimentation équilibrée joue également un rôle crucial dans le bien-être psychologique. Des études suggèrent qu'une alimentation riche en fruits, légumes, céréales complètes et acides gras oméga 3 peut contribuer à une meilleure santé mentale. Éviter l'alcool et les aliments transformés peut également avoir des effets bénéfiques. Le sommeil, souvent négligé, est essentiel pour la santé mentale.
Un manque de sommeil peut exacerber les symptômes de dépression et d'anxiété. Établir une routine de sommeil régulière, créer un environnement propice au repos et éviter les écrans avant de dormir peuvent favoriser un meilleur sommeil. Les initiatives communautaires sont tout aussi fondamentales pour promouvoir le bien-être psychologique. Elles favorisent le soutien mutuel et créent des espaces où les individus peuvent partager leurs expériences. La création de groupes de soutien locaux permet aux personnes partageant des expériences similaires de se rassembler, d'échanger et de s'entraider. Ces groupes offrent un espace sûr pour discuter de problèmes de santé mentale, réduisant ainsi la stigmatisation et renforçant le sentiment d'appartenance. Encourager des activités communautaires, telles que des ateliers de santé mentale, des cours de yoga ou des événements de sensibilisation, peut sensibiliser le public et favoriser des interactions sociales positives. Ces initiatives créent un sentiment de communauté et de soutien, qui sont des éléments clés pour le bien-être psychologique. De plus, rendre les services de santé mentale accessibles à tous est une priorité pour les communautés. Cela peut inclure la création de lignes d'assistance, l'organisation de séances d'information sur la santé mentale, ou encore le soutien à des centres de santé mentale locaux. Les institutions jouent également un rôle crucial dans la promotion du bien-être psychologique à une échelle plus large. Les entreprises, les écoles et les gouvernements doivent prendre des mesures pour garantir un environnement favorable à la santé mentale. En milieu de travail, les employeurs peuvent promouvoir le bien-être psychologique en mettant en place des politiques favorables, telles que des programmes de bien-être au travail, des formations sur la gestion du stress et des congés pour des raisons de santé mentale. Créer un environnement de travail inclusif et respectueux favorise la santé mentale des employés. Les écoles, quant à elles, doivent intégrer des programmes éducatifs sur la santé mentale, permettant aux élèves de comprendre l'importance du bien-être psychologique dès le plus jeune âge. Ces programmes peuvent inclure des ateliers sur la gestion du stress, l'empathie et la communication. Les gouvernements doivent également investir dans des programmes de santé mentale, augmenter l'accès aux soins et réduire les inégalités en matière de santé mentale. La sensibilisation et la déstigmatisation des problèmes de santé mentale doivent être des priorités pour créer une société plus inclusive. L'éducation est un levier puissant pour promouvoir le bien-être psychologique. En sensibilisant les individus aux enjeux de la santé mentale, nous pouvons réduire la stigmatisation et encourager les personnes à chercher de l'aide. Les professionnels, tels que les enseignants, les travailleurs sociaux et les professionnels de la santé, doivent recevoir une formation adéquate sur la santé mentale afin d'identifier les signes de détresse et d'offrir un soutien approprié. Cette sensibilisation peut être déterminante pour détecter les problèmes avant qu'ils ne s'aggravent. Des campagnes de sensibilisation peuvent informer le grand public sur les problèmes de santé mentale, leur impact et les ressources disponibles. Utiliser des médias sociaux, des vidéos et des événements communautaires permet de toucher un large public. En outre, la lutte contre la stigmatisation liée à la santé mentale est l'un des principaux obstacles à l'accès aux soins et à l'aide. Pour promouvoir le bien-être psychologique, il est crucial de combattre cette stigmatisation. Encourager des personnes ayant vécu des troubles de santé mentale à partager leur expérience peut humaniser ces questions et réduire la peur et la méfiance. Ces témoignages peuvent inspirer d'autres à chercher de l'aide. Les médias ont également un rôle important à jouer dans la manière dont la santé mentale est perçue. Un reporting éthique et informatif peut changer les perceptions et favoriser un dialogue ouvert sur ces questions. Pour conclure, la promotion du bien-être psychologique est un enjeu essentiel de notre société moderne. Avec les défis croissants liés à la santé mentale, il est impératif d'adopter des mesures concrètes pour soutenir les individus dans leur quête de bien-être. En combinant des initiatives individuelles, communautaires et institutionnelles, nous pouvons créer un environnement propice à la santé mentale, où chacun se sent écouté, soutenu et capable de s'épanouir. Nous avons le pouvoir d'améliorer notre propre bien-être et celui des autres en mettant en œuvre des stratégies accessibles et en sensibilisant notre entourage. En tant que société, nous devons nous engager à éduquer, soutenir et déstigmatiser la santé mentale, car c'est un droit fondamental. Sujet numéro 35. Avant de commencer cet exercice, je vais vous expliquer une méthode simple pour en tirer le meilleur bénéfice. D'abord, je vous conseille de regarder la vidéo une première fois avec les sous-titres activés. Cela va vous aider à mieux comprendre le contenu, en faisant le lien entre ce que vous entendez et les mots écrits. Ensuite, regardez la vidéo une deuxième fois sans les sous-titres, pour vous concentrer uniquement sur l'écoute et renforcer votre compréhension auditive. Enfin, prenez un cahier et écrivez quelques phrases clés que vous avez retenues de l'épisode. Ce sera une bonne façon de consolider ce que vous avez appris tout en pratiquant l'écriture en français. En suivant cette méthode, vous verrez des progrès dans votre compréhension et votre capacité à vous exprimer en français. C'est parti! Nous vivons une époque de migration, où les frontières physiques ne sont plus les seules à séparer les peuples, mais où les politiques d'immigration façonnent de plus en plus la nature de nos sociétés.
Cette citation souligne à quel point le phénomène migratoire est devenu un enjeu majeur à l'échelle mondiale. De plus en plus de personnes se déplacent, que ce soit pour échapper à des conflits, à la pauvreté, au changement climatique, ou pour rechercher de meilleures opportunités de vie. Face à cette réalité, les gouvernements ont élaboré des politiques d'immigration visant à contrôler ces flux migratoires. Mais ces politiques ont des répercussions bien au-delà des chiffres et des statistiques. Elles influencent profondément la cohésion sociale, les relations entre les citoyens et les nouveaux arrivants, ainsi que la perception de l'identité nationale. Les politiques d'immigration sont-elles réellement efficaces pour atteindre un équilibre entre la sécurité des États et l'intégration des migrants? Comment ces politiques influencent-elles la manière dont les sociétés évoluent et s'adaptent à la diversité culturelle croissante? Et surtout, quelles conséquences ces mesures ont-elles sur les communautés d'accueil et sur les individus qui espèrent construire un avenir meilleur dans un pays étranger? Dans cet épisode, nous examinerons d'abord la diversité des politiques d'immigration mises en place par les États et les motivations qui les sous-tendent. Ensuite, nous analyserons l'impact de ces politiques sur la cohésion sociale, en identifiant les bénéfices et les défis qu'elles engendrent. Enfin, nous explorerons les pistes d'amélioration possibles pour parvenir à une gestion plus humaine et inclusive des mouvements migratoires. Les politiques d'immigration varient d'un pays à l'autre et sont souvent influencées par des considérations économiques, sécuritaires et humanitaires. Dans de nombreux pays, les politiques d'immigration adoptent une approche restrictive, visant à limiter le nombre de personnes entrant sur le territoire. Ces mesures comprennent la construction de murs et de clôtures à la frontière, l'instauration de quotas d'entrée, le durcissement des critères de sélection, et la mise en place de centres de rétention pour les migrants sans papier. Ces politiques reposent souvent sur des préoccupations sécuritaires, la crainte que les flux migratoires ne conduisent à une hausse de la criminalité ou à un afflux massif de personnes cherchant à bénéficier des aides sociales. La question de l'emploi joue également un rôle important, avec l'idée que les migrants pourraient prendre les emplois des citoyens du pays d'accueil, créant ainsi un sentiment de concurrence économique. Cependant, ces politiques restrictives ne parviennent pas toujours à empêcher les mouvements migratoires, et elles peuvent même encourager les réseaux clandestins de passeurs, mettant les migrants en danger et rendant leur intégration encore plus difficile. À l'opposé des politiques restrictives, certains pays optent pour une approche plus ouverte, reconnaissant l'apport positif que les migrants peuvent avoir sur leur économie et leur culture. Ces politiques favorisent l'accueil des réfugiés, la régularisation des sans-papiers, et la mise en place de programmes d'intégration visant à faciliter l'accès des migrants à l'emploi, à la formation et aux services sociaux. Des pays comme le Canada ou l'Allemagne, par exemple, ont adopté des politiques d'immigration basées sur le mérite, en valorisant les compétences des migrants et en encourageant leur contribution à l'économie nationale. Ces approches sont souvent accompagnées d'un discours politique inclusif, qui insiste sur l'importance de la diversité et du multiculturalisme comme des atouts pour la société. Néanmoins, même ces politiques d'ouverture ne sont pas exemptes de défis, car elles nécessitent des ressources importantes pour assurer l'intégration des migrants et une volonté politique constante pour faire face aux critiques et aux craintes d'une partie de la population. Les politiques d'immigration ont un impact direct sur la manière dont les sociétés accueillent et intègrent les nouveaux arrivants. Elles influencent la perception que les citoyens ont des migrants, et joue un rôle majeur dans la construction ou la déconstruction des stéréotypes et des préjugés. L'immigration peut être une source de richesse et de dynamisme pour les sociétés d'accueil. En effet, les migrants apportent avec eux des compétences, des savoir-faire et des perspectives nouvelles qui peuvent contribuer au développement économique, culturel et social d'un pays. Sur le plan économique, les migrants participent activement au marché du travail, occupent des emplois qui sont parfois délaissés par la population locale, et contribuent ainsi à la croissance économique. Par exemple, dans de nombreux pays développés, le vieillissement de la population crée des pénuries de main-d'œuvre dans certains secteurs, que l'immigration permet de combler. Sur le plan culturel, l'arrivée de personnes d'origines diverses enrichit la société en apportant de nouvelles traditions, langues, arts et cuisine. Cela contribue à créer des sociétés plus ouvertes, plus tolérantes et plus riches en expériences. Malgré ces avantages, l'immigration peut également engendrer des tensions et des défis. L'un des principaux problèmes réside dans l'intégration des migrants au sein de la société d'accueil. La barrière de la langue, les différences culturelles, la discrimination et les stéréotypes peuvent freiner ce processus d'intégration et conduire à l'isolement des communautés immigrées. De plus, l'immigration est parfois perçue comme une menace par certains citoyens, qui craignent que l'arrivée de nouveaux arrivants entraîne une concurrence pour l'emploi, la baisse des salaires, ou encore une modification de l'identité nationale. Ces craintes, souvent alimentées par des discours politiques populistes ou des médias sensationnalistes, peuvent renforcer les attitudes xénophobes et entraîner des réactions de rejet. Enfin, les politiques restrictives d'immigration, en excluant de nombreux migrants du système légal, les placent dans des situations précaires, les rendant vulnérables à l'exploitation et à la marginalisation. Cela crée un terreau fertile pour les tensions sociales et les conflits. Pour que l'immigration soit perçue comme une opportunité plutôt que comme une menace, il est essentiel d'adopter des politiques plus inclusives, qui prennent en compte à la fois les besoins des migrants et ceux des sociétés d'accueil.
L'un des principaux enjeux des politiques d'immigration est d'assurer l'intégration des nouveaux arrivants. Cela implique la mise en place de programmes d'apprentissage de la langue, de formation professionnelle et de soutien à l'emploi. L'éducation joue un rôle crucial dans ce processus, en permettant aux migrants d'acquérir les compétences nécessaires pour s'intégrer dans leur nouvelle société. Il est également important de sensibiliser la population locale à la diversité et à l'apport positif des migrants, afin de lutter contre les stéréotypes et les préjugés. Des campagnes d'information, des événements culturels et des programmes d'échange peuvent contribuer à créer un dialogue entre les différentes communautés et à favoriser la cohésion sociale. La question de l'immigration ne peut être résolue à l'échelle nationale uniquement. Les mouvements migratoires sont un phénomène mondial, et il est donc essentiel de mettre en place des mécanismes de coopération internationale pour gérer ces flux de manière plus humaine et efficace. Les accords bilatéraux ou multilatéraux entre pays d'origine, de transit et de destination peuvent permettre de mieux réguler les migrations, de protéger les droits des migrants et de lutter contre les réseaux de trafiquants. De plus, la coopération internationale peut contribuer à traiter les causes profondes de l'immigration, telles que les conflits, la pauvreté et le changement climatique, en favorisant le développement et la stabilité dans les pays d'origine. Enfin, la société civile et les citoyens ont un rôle essentiel à jouer dans la construction de sociétés plus inclusives et accueillantes. Les associations, les ONG, les syndicats, les entreprises et les individus peuvent tous contribuer à soutenir les migrants, à défendre leurs droits et à promouvoir des politiques d'immigration plus justes. Il est important que chacun prenne conscience de sa responsabilité et de son pouvoir d'action, que ce soit en s'engageant bénévolement auprès des migrants, en participant à des actions de sensibilisation ou en soutenant des initiatives politiques favorables à l'inclusion. En dernier lieu, les politiques d'immigration jouent un rôle déterminant dans la manière dont les sociétés abordent la question de l'accueil et de l'intégration des nouveaux arrivants. Si elles peuvent parfois exacerber les tensions et les inégalités, elles ont aussi le potentiel de favoriser la diversité, l'enrichissement culturel et le dynamisme économique. Pour que l'immigration soit perçue comme une opportunité et non comme une menace, il est essentiel d'adopter des politiques plus inclusives, qui mettent l'accent sur l'intégration, la coopération internationale et la protection des droits des migrants. Et si nous travaillons ensemble pour construire des sociétés plus ouvertes, plus solidaires et plus justes, où chacun, quelle que soit son origine, pourrait trouver sa place et contribuer à l'avenir commun? Si ce message vous a inspiré, n'hésitez pas à partager vos réflexions, à entamer le dialogue autour de vous, et à soutenir les actions en faveur d'une politique d'immigration plus humaine et inclusive.